Ah. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, je me présente, je suis Daniel Anderson, je vais animer la soirée. Je vous explique un petit peu comment on va fonctionner. On va fonctionner en deux temps. On va avoir un mot de Mme la mairesse. Par la suite, il va y avoir une présentation de la part du directeur général et puis de ses collègues. Et puis, par la suite, il va y avoir une période de questions. Puis, ce que je vais faire, c'est que lorsque je reviendrai pour la période des questions, à ce moment-là, je vous expliquerai un petit peu le déroulement. Grosso modo, on est ensemble jusqu'à peu près là, 20h30, quelque chose du genre. Et, pardon? Les deux madames qui sont là, elles vont se présenter. C'est des dames de l'administration de la ville, monsieur. Ah oui? Oui, elles vont se présenter. C'est parce que ça fait 2 ans qu'on ne le voit pas. Oui, bien, tantôt, on pourra en reparler si vous voulez. Il n'y a aucun problème. On va accepter tous les commentaires tant que ça demeure respectueux. On s'entend là-dessus? OK. Alors, écoutez, sans plus tarder, moi, je vais demander à Mme la mairesse de venir nous adresser le mot d'ouverture. Bon? Ah oui, c'est vrai, petit détail. Juste vous dire que la séance ce soir, c'est filmé. Donc, les interventions vont l'être, puis ça va être disponible sur le site de la Ville dans quelques jours. Je vais juste vous dire ça. Merci. Alors, merci Daniel pour cette belle présentation. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre d'information concernant le futur de Saint-Philippe, plus particulièrement la construction d'une nouvelle usine d'épuration des eaux usées et de ses infrastructures. Ce soir, je suis accompagnée par notre directeur général, M. Lelièvre, notre directrice des finances et des technologies de l'information, Mme Claudie Boutin. Claudie, peut-être faire signe parce que les gens ne connaissent pas. Mme Tania Servanx, chargée de projet à la Ville. Tania. Alors, cette rencontre d'information s'adresse, vous le savez, à toute la communauté et nous permettra d'échanger sur notre futur, de vous présenter certains projets de développement de notre ville. J'en profite aussi pour saluer les citoyennes et les citoyens qui visionnent la rencontre d'information disponible en rediffusion sur notre site Internet. L'objectif de la rencontre est de vous donner les explications concernant le projet de l'usine d'épuration des eaux usées, son financement, sa nécessité, ses retombées et surtout de répondre à vos questions. Avant de débuter la présentation, je vous ramène en 2016, où le conseil municipal avait invité la population à une discussion collective par le biais d'un sondage pour la planification de l'avenir de Saint-Philippe. Et, pour ceux qui s'en souviennent, une première rencontre avait eu lieu concernant un éventuel projet d'usine d'épuration des eaux usées. Le but de cette démarche était, entre autres, de se donner une orientation commune quant au futur de notre ville. Cette démarche citoyenne nous a permis d'élaborer une planification stratégique qui définit différentes orientations et des actions à mettre en place afin de répondre aux attentes de la population qui sont d'assurer la prospérité financière de la ville, de planifier le développement des infrastructures et son financement, d'améliorer la qualité des milieux de vie. Les citoyens nous ont clairement dit « On veut un taux de taxation raisonnable, comparable avec les villes avoisinantes. On veut des pistes cyclables, des parcs, des commerces de proximité, une diversité au niveau des activités de loisirs, un meilleur service de transport en commun. » Donc, comme toute organisation responsable et structurée, on a travaillé à l'élaboration d'une planification stratégique accompagnée de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Un exercice rigoureux et sérieux. Tout a été réévalué, revu et pris en considération pour être en mesure d'identifier des actions concrètes à mettre en place afin de répondre aux attentes des citoyennes et citoyens de Saint-Philippe. Par la suite, la direction générale et son équipe ont travaillé en fonction des objectifs que nous nous étions fixés en tant que conseil. Pour être en mesure de répondre à ces attentes, nous avons tout d'abord fait l'acquisition de terrains. Un premier terrain situé dans le secteur du parc industriel en vue d'y bâtir la future usine d'épuration des eaux usées.
Je vous rappelle que cette acquisition est à coût nul pour les citoyens puisque le règlement d'emprunt se paie à même les revenus de location des espaces et bâtiments sur ce terrain. Un second terrain sur la route Édouard VII afin d'aménager le pont vers les étangs aérés. Ensuite, nous avons planifié chaque phase du projet de l'usine de traitement des eaux usées, entre autres, la construction de cette usine, le prolongement des réseaux et la vente du terrain des étangs aérés qui permettra de financer le projet sans hausse de taxes pour les citoyens. Ces projets feront l'objet d'une présentation plus détaillée dans quelques minutes. Essentiellement, notre engagement municipal repose sur les services à la communauté. Ces services doivent s'adapter et se renouveler au fur et à mesure puisque notre population évolue et s'agrandit. Vous avez certainement remarqué qu'on a plusieurs jeunes familles qui viennent s'installer chez nous. La croissance démographique des dernières années dans la région stimule la vitalité de Saint-Philippe. Si on se fie à la tendance du marché, ce dynamisme se poursuivra dans la prochaine décennie, puisque nous sommes très bien situés, vous le savez tous, nous sommes près des grands centres, du futur REM, près des axes routiers importants comme la 10, la 30 et la 15. De ce fait, le développement de la ville et des infrastructures est essentiel à la survie économique de Saint-Philippe. Nous devons augmenter notre développement afin de réduire le fardeau fiscal du compte de taxes résidentielles. Nos terres agricoles occupent 93 % de notre territoire. Faisant partie de la communauté métropolitaine de Montréal, nous sommes dans l'obligation de protéger nos terres agricoles et c'est ce que nous voulons. Donc, ce qui laisse un 7 % de terrain construisible en milieu urbain. Avec seulement un 7 % de zones développables, il devient nécessaire d'optimiser nos terres disponibles pour créer de nouveaux quartiers et projets d'habitation pour augmenter notre richesse foncière résidentielle et industrielle. En 2017, mon équipe et moi avons pris engagement d'améliorer la situation financière de Saint-Philippe. Les projets présentés aujourd'hui permettront à terme d'avoir un meilleur contrôle sur le taux de taxation. Avec le développement projeté sur le terrain des étangs aérés et le développement prochain du secteur industriel, la richesse foncière viendra contribuer à la stabilité ou même à la diminution du compte de taxes. Dans un futur prochain, Saint-Philippe pourra se positionner plus avantageusement avec les villes des alentours. Bien que mon mandat à la mairie se termine cet automne, je vous assure que les projets présentés sont conformes aux demandes exprimées par la population en 2016 et tout au long de mes 20 années d'implication à Saint-Philippe. Je demeure convaincue que la vision du futur de notre ville est porteuse d'un avenir prometteur et harmonieux et saura répondre aux attentes de nos citoyens. L'équipe en place est prête à travailler pour vous, avec vous, pour dessiner un futur profitable à Saint-Philippe. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre implication et surtout de votre intérêt face à notre communauté. Alors, bonne rencontre. Merci, Madame la mairesse. Maintenant, je vais demander au directeur général, M. Lelièvre, de venir prendre la parole et puis commencer la présentation concernant les différentes informations qu'on a à vous livrer. M. Lelièvre. Vous pouvez même prendre le micro, hein, si vous voulez. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais me déplacer. Pardon? OK, c'est bon. Excellent. J'aimerais ça Daniel a dit tout à l'heure que ça serait le fun qu'on reste poli. J'apprécierais qu'on reste poli. Alors, tout d'abord, pour commencer, ce que je voulais, c'est vous présenter un peu le portrait de la ville. Le portrait qu'elle a fait en 2019 pour situer les gens, l'évolution de la ville. Alors, la prochaine,
Marie-Lou? Merci. Vous voyez bien sur les écrans de chaque côté? Oui. Donc, si on regarde en 2019, la population de Saint-Philippe était autour de 7 000 de population. Les revenus moyens, on parlait de tout près de 80 000. Ils sont de 61 000 au niveau de la CMM. Donc, il y a un intérêt grandement pour la municipalité de Saint-Philippe. 86 % des ménages sont propriétaires, ce qu'on ne retrouve pas partout au niveau de la MRC. La population, 42 % de la population âgée de 15 ans possède un diplôme collégial ou universitaire. 96 % de la population est non immigrante. 30 % de la population, vous allez voir la partie intéressante ici, 30 % de la population de Saint-Philippe est âgée de moins de 30 ans et 25 % au-dessus de 55 ans. Donc, si on regarde la moyenne, on dit qu'on a des jeunes familles entre 30 et 55 ans qui composent 45 % de la population. Donc, ce que Mme Beaulac disait, la demande de ces gens-là, c'est avoir des services, c'est avoir des pistes cyclables, avoir des commerces de proximité, de la sécurité sur nos routes. On va aller au suivant, s'il vous plaît. Je veux vous brosser rapidement un tableau de la RFU de la municipalité de Saint-Philippe. Et par après, je vais vous parler de la RFU des villes avoisinantes et voir où sont nos faiblesses et pourquoi notre taux de taxe occupe le deuxième rang dans les villes comparables, comparativement aux villes, par exemple, de Candiac et de La Prairie. Alors, à Saint-Philippe, en 2017, on était tout près de 6 500 de population. Actuellement, nous sommes à 7 318. Notre richesse foncière, je vais à l'autre extrémité, vous voyez que la ville, de 2017 à 2021, a progressé de 810 à 1 100 000 000. Et le nouveau rôle qu'on vient de recevoir, nous sommes à 1 300 000 000. Alors, si on regarde le logement, comment se répartit la richesse foncière de Saint-Philippe? Alors, résidence d'un logement, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les gens sont propriétaires, donc il y a pour 702 millions de valeur. Immeubles, logements et condos, donc c'est 6 logements et condos pour 127 millions. Autre immeuble résidentiel, c'est le parc des maisons mobiles qui est coté différemment au niveau de l'évaluateur. On a donc un parc de maisons mobiles de 224 maisons mobiles qui restent actuellement pour une valeur de 56 millions. L'industriel et commercial, vous allez voir tout à l'heure dans les autres tableaux où est la faiblesse de Saint-Philippe par rapport aux villes avoisinantes, par rapport au secteur industriel. Agricole, bien sûr, on a un territoire de 93 % agricole, donc la valeur richesse foncière en 2021 de 152 millions. Autres, ce sont les terrains blancs dans la ville de Saint-Philippe qui ne sont pas desservis. On en parlera tout à l'heure également, où sont situés ces terrains-là, pour une richesse en 2021 de 1,101 milliard. Le prochain tableau, c'est comparable avec les villes avoisinantes. Alors, regardez les villes. Alors, j'ai placé Saint-Philippe, La Prairie, Candiac, Delson et Sainte-Catherine. Alors, regardez la population. C'est nous qui avons la population la plus faible des 5 municipalités. Au niveau résidentiel, je pense qu'on tient la route au niveau de la valeur, de la richesse foncière, au niveau du résidentiel. Et vous voyez par contre qu'il y a une baisse importante au niveau d'immeubles et logements de condos. Et lorsqu'on arrive dans le secteur industriel, on n'est pas là du tout. Ça n'a aucun bon sens. C'est une ville, normalement, en plus, dans le secteur industriel qu'on devrait avoir, vous savez qu'au niveau de taxation, on taxe le double dans le secteur industriel. Alors, si vous regardez les valeurs, par exemple, qu'on retrouve, La Prairie, on parle de 405 millions, Candiac, 486, Delson, 298, Sainte-Catherine, 236, et ici, à Saint-Philippe, strictement 42 millions de richesse foncière. Donc, il y a un effort considérable à faire à ce niveau-là, et c'est l'objectif, entre autres, d'amener les services jusqu'aux limites de La Prairie pour être capable, de développer le secteur industriel que la Ville a acheté en 2016. On a acheté 520 000 pieds carrés de terrain. Et l'autre côté également du parc industriel, où sont confrontés à avoir des puits, donc pas capables d'agrandir, de développer. On a au-dessus d'1 million de pieds carrés de ce côté-là, qui va pouvoir avoir une meilleure densité, donc des meilleurs revenus pour la Ville.
peut passer à la suivante. Le compte de taxes maintenant. On en parle beaucoup à Saint-Philippe. Moi, je suis ici depuis le 2015. Je t'entends parler à tous les ans. Alors, si on regarde la valeur moyenne en 2021 à Saint-Philippe, c'était 310 000. Delson, un peu moins, 275. Candiac, 413. La Prairie, 359. Et Sainte-Catherine, 301. Je vais rapidement aller le compte de taxes moyen pour ces municipalités-là. Donc, à Saint-Philippe, pour une maison de 310 000, le compte de taxes est de 3 305. Je me rends à Delson, 2 810. Candiac, 3 189. La Prairie, 2 782. Et Sainte-Catherine, 3 346. Vous voyez les taux en haut. Alors, si on regarde les taux, qui est la deuxième ligne, et je pense que c'est là que vous voyez une différence concrète. Les taux qui sont à 85 sous ici, et regardez Candiac et la Prairie à 66 et 61. Et je prends Delson à 79 et Sainte-Catherine qui est le plus haut à 94. L'objectif de développer la ville, comme on parlait tout à l'heure, c'est la planification. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait des erreurs dans les dernières années. Ça se peut que certains endroits de notre planification ou certaines constructions ne fitent pas, si vous me permettez l'expression, ne fitent pas dans le décor actuellement. Faire de la requalification n'est pas simple. Il y a du travail à faire. C'est possible à certains endroits qu'il y a pu avoir des erreurs, mais en même temps, on décide de corriger ça. Si on ne fait rien, on n'en fera sûrement pas d'erreur. Ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. Mais on essaie, s'il vous plaît, on essaie le plus possible de bien planifier cette ville-là. On a revu notre plan d'urbanisme pour faire en sorte qu'on ait un développement beaucoup plus cohérent dans la ville. Le tableau suivant, je sais qu'on a spéculé beaucoup dans la ville. Je comprends qu'il faut avoir des spéculations et ce n'est pas évident de parler du terrain des étangs aérés. D'une part, il n'y a pas grand monde qui vont le visiter. Hein. Ce n'est pas un endroit touristique très fréquenté. Et ce qu'on souhaite ce soir, c'est vous présenter le décor de ce terrain-là, sa superficie, qu'est-ce qu'il occupe, par quelle ville, quelle rue il est borné, et vous présenter par après sa superficie et le prix qui a été vendu. Pour faire la lumière sur tout ça, je comprends qu'il peut y avoir des fois, on peut penser à des chiffres, les chiffres se promènent, je peux comprendre ça, mais j'essaie ce soir de vous donner les vrais chiffres de ce terrain-là et du prix de la vente. Peux-tu revenir à l'autre, Marie-Lou? OK. Alors, vous voyez le terrain des étangs aérés, qui est borné d'une part par la rue du Puy, une autre rue un peu plus loin, c'est la rue des Berges, et Dorset de l'autre côté, et plus au nord, c'est l'autoroute 30. La superficie totale des étangs aérés est de 22,65 hectares. Alors, si on voit la page suivante, Marie-Lou, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Alors, un hectare, qu'est-ce que ça représente? Un hectare, ça représente 107 640 pieds carrés. Alors, si on multiplie par 22,65, on retrouve la superficie exacte du terrain des étangs aérés qu'on a vendu. Donc, ça représente 2 438 025 pieds carrés. Maintenant, dans ce secteur-là, il y a une grande partie non utilisable qui sont en milieu humide. Donc, il y a exactement 6,65 hectares qui sont inutilisables. Donc, ils n'ont aucune valeur. On ne peut pas bâtir, on ne peut rien faire. Donc, il reste, en termes de superficie développable, 16 hectares. 16 hectares, c'est combien de pieds carrés? C'est tout près d'1 700 000 pieds carrés. Dans 1 700 000 pieds carrés, maintenant, développables, dans tout projet de développement, on soustrait environ 30 de cette superficie-là pour les parcs, les rues, les trottoirs. Donc, la partie construisible de ce secteur-là, c'est 1 200 000 pieds carrés. Le terrain s'est vendu 24 millions. Donc, il s'est vendu au coût net de 20 $ le pied carré.
Alors, si on exploite ce terrain-là, tel que le futur promoteur va le faire, voici un peu les coûts. 20 $ le pied carré construisible. Coût d'infrastructure, frais de gestion de développement, 15 $ le pied carré. Donc, le terrain revient au promoteur à 35 $ le pied carré. Habituellement, il le vend avec des profits. Alors, j'ai mis 5 $ de profit, qui représente plus ou moins un 15 %. Donc, le terrain revient à un résident qui voudrait l'acheter. Alors, sur un terrain, par exemple, de 4 500 pieds carrés, si je vous donne un peu les superficies pour le développement, dans le fond, le résidentiel actuellement se construit entre 4 200 et 4 500 pieds carrés, unifamiliale isolée. Pour une maison en rangée, on parle de plus ou moins 2 200 000, 2 500 000 de pieds carrés. Alors, si on regarde pour la vente, possiblement, je ne connais pas les chiffres du futur, comment ça va se vendre en 2024 ou 2025, alors on devrait être dans ce ratio-là, autour de 40 à 45 $ de pieds carrés. Si vous regardez autour ici, les prix qui se vendent des terrains, ça peut se vendre 45, 50, 55 $ de pieds carrés. Parce que je sais qu'il s'est promené des chiffres, je comprends qu'il peut se promener des chiffres parce que des fois, l'information d'un à l'autre, elle se promène. Je voulais m'assurer ce soir que vous aviez les bons chiffres, puis les chiffres qui sont faciles à prouver à la Ville. On a tous les documents pour les gens qui sont intéressés à les avoir. On va vous les fournir d'une façon simple. L'autre élément que je voulais vous parler également, c'est je vais vous l'expliquer parce qu'on n'a pas eu la chance souvent. Comme M. Bisson disait, il n'y a pas eu beaucoup de réunions présentielles dans les 18 derniers mois. C'est la façon qu'on a procédé pour la vente du terrain des étangs. Alors, on a procédé par une vente de gré à gré, donc qui est beaucoup plus facile pour négocier avec des promoteurs. On a rencontré 6 groupes de promoteurs pour leur offrir la vente du terrain avec des conditions, un cahier de charges qui a été préparé. Il y a des gens de l'extérieur qui ont été engagés pour ça, pour rencontrer ces gens-là. On a eu 2 promoteurs qui ont sollicité leur intérêt pour acheter ce terrain-là. Alors, il y avait des conditions, il y avait un chiffre. Donc, le minimum, nous, qu'on voulait pour la vente des terrains, c'était 23 millions. Alors, l'autre promoteur qui a rentré ses chiffres, c'était beaucoup en bas de ça. Donc, après, on a évalué son projet, on a évalué sa typologie de bâtiment, ses services, etc. Et lui qui a gagné, c'est lui qui nous offrait le plus haut en termes de prix au niveau de 24 millions de $. Pardon? La promesse d'achat a été signée avec le groupe Gestion Pilon, effectivement. Alors, je vais passer la parole à Tania Servange, qui est notre chargée de projet. Tania, c'est elle qui est responsable de la gestion au niveau des plans et devis, au niveau de la construction d'usines et toutes les infrastructures qui l'accompagnent. Pour la période, vous savez qu'il y a une période de questions par après. Et puis, si vous voulez qu'on revienne avec les images, le PowerPoint, ça nous fera plaisir. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Tania Servange, chargée de projet pour le projet d'infrastructure. Donc, en lien avec l'introduction faite par Mme Beaulac, puis la mise en contexte de M. Lelièvre, on peut se poser la question, pourquoi réaliser un projet d'infrastructure à Saint-Philippe? On a résumé les raisons en 2 grandes catégories. Améliorer et sécuriser le réseau d'infrastructure et augmenter la capacité de traitement des eaux usées. Donc, pourquoi améliorer et sécuriser le réseau d'infrastructure? Eh bien, les installations en place ont atteint leur capacité et les maintenir dans leur état actuel, donc avoir le statu quo, ce n'est pas une possibilité ni aux yeux de la Ville, ni aux yeux du ministère de l'Environnement. Ces équipements-là, les installations présentent des déficiences, nécessitent des mises à niveau et des mises aux normes pour se conformer aux plus récentes
exigences du ministère de l'Environnement. Corriger les déficiences, ça passe entre autres par augmenter la capacité de traitement des eaux usées. Donc, le réseau d'égouts, les étangs aérés, dont M. Lelièvre parlait, les étangs aérés, c'est là où l'ensemble des eaux de la ville sont traitées actuellement. Et ils ont atteint et même dépassé leur capacité depuis déjà plusieurs années. Quotidiennement, dans une situation normale, il y a entre 30 et 40 % plus d'eau qui sont envoyées aux étangs par rapport à leur capacité d'origine. Et ça, c'est sans compter dans les périodes de pointe où les gens consomment plus d'eau et quand il y a de la pluie, ça peut aller à plus que doubler la capacité. Vous comprendrez que constamment sursolliciter des installations, ce n'est pas une façon viable de gérer des infrastructures pour une ville. Et les conséquences d'avoir des installations surutilisées, bien, ils peuvent être multiples. Ça peut être des bris d'équipement, ça peut entraîner des débordements d'eau usée non traitée à la rivière. Ça peut ultimement aussi avoir des refoulements d'égouts chez les citoyens, ce qui est évidemment pas du tout souhaitable. Depuis le début du projet, je me suis entretenue plusieurs fois avec le ministère de l'Environnement pour discuter du projet. Puis, ils nous ont clairement indiqué que la situation, comme elle est en ce moment, même pour les besoins actuels des citoyens, ce n'est pas une situation qui est viable. Ils tolèrent la situation pour le moment parce qu'on a un plan d'action, on pose des gestes, on a donné des contrats à des professionnels pour nous accompagner, pour avoir une nouvelle usine, pour augmenter la capacité de traitement. Et évidemment, ultimement, si on veut continuer à délivrer des permis de construction, il faut pouvoir augmenter la capacité de traitement des eaux usées. Donc, sur la prochaine diapositive, on vous parle dans le fond quand on dit projet d'infrastructure à la ville, on a deux grandes catégories. Une nouvelle usine de traitement des eaux usées et tous les travaux connexes, c'est-à-dire le prolongement du réseau d'égouts d'aqueduc, la construction d'une nouvelle station de pompage, des correctifs ponctuels au réseau d'égouts et également à une station de pompage existante. L'autre projet majeur, c'est la construction d'un pont qui va relier le site des étangs à la route Édouard VII. Pour vous aider à vous repérer, on a mis sur la carte les principaux travaux. Donc, le site des étangs aérés, donc, comme M. Lelièvre disait, bordé entre la rue du Puy, de la Berge et Édouard VII. Le pont, ça va être pour permettre de relier le site des étangs, mais surtout le futur développement résidentiel à la route Édouard VII. Le pointillé rouge, ça représente le prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs. Actuellement, le réseau se termine à l'intersection Édouard VII-Bernard. Il va être prolongé jusqu'à la limite de la prairie pour rejoindre le secteur industriel, où va être localisée la nouvelle usine d'épuration entre l'autoroute 30 et Édouard VII. Donc, la nouvelle usine d'épuration va être située sur le terrain qui est entouré de pointillés rouges dans le secteur industriel. Vous remarquerez que le terrain est beaucoup plus petit que le terrain actuel des étangs. On parle de 1,7 million de pieds carrés pour le traitement des eaux usées avec les étangs. Et sur le terrain industriel, on parle de 100 000 pieds carrés. Évidemment, ce n'est pas la même façon de traiter les eaux. C'est un traitement qui est beaucoup plus compact. On parle d'une usine mécanisée, mais qui va permettre de traiter 2 fois plus d'eau sur beaucoup moins de surface, puis d'avoir une meilleure qualité d'effluent, donc l'eau traitée qui va être rejetée à la rivière va répondre aux nouvelles normes du ministère de l'Environnement. Avant de choisir ce scénario-là, il y a une panoplie d'études qui ont été faites depuis 2015. Est-ce qu'on peut ajouter un 5e étang sur le terrain actuel? La réponse est non, ça ne permet pas d'avoir le rendement qu'on veut pour le ministère de l'Environnement. Est-ce qu'on peut construire l'usine sur le terrain actuel? C'était une option, mais ça ne permettait pas d'avoir les revenus nécessaires pour pouvoir financer l'ensemble des travaux. Donc, ultimement, après des analyses techniques, des analyses économiques, c'est le scénario qui a été retenu comme étant optimal. Pendant toute la construction de la nouvelle usine, les étangs aérés vont demeurer fonctionnels. Donc, il n'y a pas d'arrêt de service, on ne paye pas pour un service temporaire ou quoi que ce soit. Donc, les étangs demeurent fonctionnels pendant toute la durée de la construction de la nouvelle usine. Ensuite, le pont.
Donc, ce que vous voyez, c'est une projection de ce que pourrait avoir l'air le nouveau quartier résidentiel développé sur le terrain des étangs. Donc, le pont, vraiment, sa fonction, c'est d'assurer une meilleure fluidité de circulation pour ce nouveau quartier-là qui va apporter plusieurs résidents. Donc, il va y avoir une nouvelle rue principale, une collectrice qui va relier le bout de la rue Jean et Dupuis au pont pour aller sur Édouard VII. Ma collègue, tantôt, va vous donner un peu plus de détails sur les typologies de maisons qui vont se retrouver sur le terrain des étangs. Maintenant, l'échéancier de ce projet-là. Comme je disais, il y a eu des études depuis 2015 pour déterminer les solutions optimales, autant au niveau technique, économique, les sols, la biologie, etc. Donc, l'étape de l'ingénierie, les plans et devis, la conception avec les ingénieurs, les architectes, c'est en cours depuis avril 2020. C'est toujours en cours. Ça devrait se compléter d'ici la fin de cette année, donc décembre 2021. Les projets en eau usée au Québec sont régis par le ministère de l'Environnement, la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, avant de pouvoir réaliser un projet d'infrastructure en eau usée, on doit soumettre un dossier au ministère de l'Environnement pour qu'il s'assure que ça répond aux besoins, aux exigences en matière environnementale. Notre dossier complet a été déposé à l'environnement au mois d'avril 2021. Il est toujours en analyse, mais les discussions qu'on a eues avec les analystes, les échos sont positifs, puis on devrait avoir une autorisation d'ici la fin de cette année 2021. Ce qui nous permettrait par la suite d'aller en appel d'offres en début d'année, conditionnellement à l'obtention des autorisations et l'approbation du règlement d'emprunt, pour réaliser des travaux à partir de mai 2022, travaux qui vont s'échelonner sur 1 an et demi environ, soit jusqu'à la fin 2023, pour avoir une usine entièrement fonctionnelle début 2024. Les coûts, en termes de travaux étant ce que je vous ai dit, là, donc l'usine, le pont, le réseau, des stations de pompage, c'est à 33,4 millions, les estimés actuellement. En termes d'honoraires professionnels, donc les professionnels qui nous accompagnent, ingénieurs, architectes, 2,5 millions, pour un coût total de 35,9 millions. Coût total qui inclut également les taxes, des frais de financement et des imprévus de construction. Je vais passer la parole à ma collègue Claudie qui va vous entretenir sur les stratégies de financement de ce projet-là. Merci. Bonsoir. En août dernier, le conseil municipal a adopté un règlement d'emprunt nous permettant d'emprunter 35,9 millions de dollars pour la construction de l'usine d'épuration des eaux usées, puis d'un pont. Plusieurs sources de revenus nous permettront de financer les travaux sans augmenter les taxes municipales, notamment la vente du terrain des étangs pour un montant de 24 millions de dollars, les revenus de taxation qui s'ajouteront annuellement avec la construction de 50 à 75 propriétés par année, pour un total estimé à 10,6 millions de dollars de 2023 à 2030. Et puis, les droits de mutation immobilière pour la vente du terrain et les nouvelles constructions, pour un total estimé à 3,2 millions de dollars de 2023 à 2030. En regardant le tableau des sources de financement, on peut constater que les revenus sont beaucoup plus élevés que les dépenses reliées à la construction de l'usine et que le projet, à lui seul, générera des revenus estimés à 3,1 millions de dollars par année lorsqu'il sera terminé, ce qui permettra de stabiliser le taux de taxation et améliorer les services municipaux. Plusieurs scénarios ont été analysés afin de s'assurer de toujours avoir les revenus nécessaires au financement des travaux de l'usine. Donc, si on regarde un exemple d'un scénario qui est plutôt conservateur, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve les revenus de la vente du terrain de 24 millions effectués en plusieurs versements et les revenus d'intérêt gagnés de plus d'1 million de dollars.
les revenus générés par l'ajout de valeur sur notre territoire ainsi que les droits de mutation immobilière, les déboursés pour les travaux de 35,9 millions de dollars et finalement un emprunt estimé à 23,5 millions de dollars ainsi que son remboursement annuel en capital et intérêts. Pourquoi seulement 23,5 millions de dollars d'emprunt si le règlement d'emprunt nous permet d'emprunter jusqu'à un maximum de 35,9 millions de dollars? C'est parce qu'on estime qu'avec les diverses sources de revenus qui seront gagnées, nous n'aurons pas besoin d'emprunter plus. On constate annuellement que les revenus sont toujours plus élevés que les dépenses, à l'exception de 2029. 2029 sera une année de refinancement, donc une année où on pourra rembourser une bonne partie de l'emprunt pour ne pas avoir à payer les montants de capital et intérêts aussi élevés. Donc, suite à ce remboursement, on se retrouvera avec un montant de près de 1,8 million de dollars à refinancer. Plusieurs options s'offriront à nous, soit rembourser ce montant au moyen de nos surplus, ou le financer sur 20 ans ou moins et rembourser les versements capital et intérêts à l'aide des revenus de taxation du projet immobilier. Dans les diapos suivantes, on voulait vous montrer des images du concept de ce projet immobilier qui propose divers gabarits de typologie d'habitation. Donc, on y retrouvera de l'unifamilial isolé, de l'unifamilial jumelé et en rangée, puis du multilogement de 4 à 6 étages. Merci. Alors, merci beaucoup pour vos différentes présentations. Là, on va passer à la période de questions. Alors, la période de questions, pour donner la chance à tout le monde de s'exprimer, de la façon, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va commencer par une question par personne. On a deux gentils porteurs de micro qui sont là. À cause des mesures sanitaires, vous devez rester à vos places. Et puis, simplement, vous nous dire que vous voulez passer un commentaire, poser une question. Ils vont aller vous voir, et puis ils vont aller vous voir, puis ils vont vous apporter le micro. Non, pas, attends, à la fois, juste pour donner le temps. Si, admettons, je vous donne un exemple. Mettons, vous avez 5 questions. Bon, mettons, vous en avez 15. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une. On regarde s'il y a d'autres personnes. S'il n'y a personne d'autre, vous allez vous poser votre deuxième question. C'est histoire d'alterner. L'idée, c'est de donner la chance à tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? OK, excellent. Donc, grosso modo, à autre chose, ça serait intéressant que vous vous nommiez avant de poser votre question. Comme ça, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Et puis, comme ça, on va pouvoir vous savoir à qui on parle. Puis oui, puis peut-être l'adresse, comme ça, on saura où est-ce que vous êtes dans la ville. Et, absolument, absolument. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, la formule, comment ça fonctionne? Oui? C'est une question. Là, on commence, là, la question? OK, très bien. Bon, ça vous va? Parfait. Évidemment, je vous le redis, là, si à un moment donné, je constate que ce n'est pas trop respectueux, moi, gardez le droit d'essayer que ça soit agréable. L'idée, c'est le ton. Il faut que ça soit agréable. On est là pour... Oui, on s'entend. C'est bon. Si c'est juste ça, ça va bien aller. OK. Alors, question, madame? Juste. Moi, c'est Nancy Legros. Ma question, je regarde, il va y avoir beaucoup de développement de maisons. L'école Les Moussaillons de la Traversée est déjà pleine. Est-ce que vous avez pensé à ça, par exemple? Est-ce que c'est important parce que là, je vois, il va y avoir beaucoup de monde. Là. Il y a des discussions. La commission scolaire, à chaque année, nous rencontre les villes, les DG, pour connaître le futur de nos villes en termes de développement. Alors, ils savent très bien c'est quoi la planification de la ville pour les 10 prochaines années. Et à chaque année, on met les données à jour. Donc, ils savent très bien qu'il y a un développement futur qui s'en vient à Saint-Philippe et qu'il y a une préoccupation au niveau scolaire élémentaire. J'aimerais ajouter quelque chose pour répondre à cette question-là.
Vous savez qu'on reçoit des élèves de Saint-Mathieu à l'heure actuelle et la municipalité de Saint-Mathieu est en pourparlers pour agrandir l'école. Donc, ça aussi, ça va permettre de dégager parce que les élèves de Saint-Mathieu vont retourner à Saint-Mathieu. Donc, ça va donner une certaine disponibilité. Puis, effectivement, comme M. Lelièvre le disait, bien, chaque année, on a des rencontres pour prévoir, en fait, les développements qui vont s'installer chez nous. Merci. Correct? Ah, c'est toi qui le tiens. Ça me fera plaisir, un petit peu plus grand que moi. Bon, moi, j'avais une question à poser concernant le pont. Le pont que vous avez marqué, là, mais revenez donc là-dessus, là. C'est-tu le pont, c'est ça? Bon, ça, c'est à côté de chez nous, ça. Le boulevard Édouard VII, ici, là, c'est pas l'autoroute 15, ça, là. Comprenez-vous, là? Ça, c'est le plus vieux boulevard en asphalte au Canada. Puis là, il y a un pont qui s'en vient à côté de chez nous, juste au bout de mon terrain, là. Là, qu'est-ce que vous allez faire pour sortir rien que ce beau petit monde-là, là? Les Chinois qui vont être en arrière de ça, là? Qu'est-ce que c'est qui va sortir ça? Il va y avoir une lumière? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus? C'est 2 travées, ça, ici. Ça a été fait en 1800, ça, ce terrain-là, là, cette route-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, M. Lelièvre? Là? Vous êtes un grand pronostic, là, vous? Dites-moi donc ça, là. Ça, c'est à côté de chez nous, ça. Ça me touche personnellement. Effectivement, vous avez raison. Mais en même temps, depuis 2016, on a fait faire des études de circulation à la ville. Il y a différents modèles de conception qui ont été faits. Il y a une firme qui a été mandatée il y a quelques mois pour revoir l'ensemble du boulevard Édouard VII pour en faire un boulevard un peu plus urbain. On a diminué la vitesse à 50 km/h. Et en même temps, au niveau de la sortie du pont, il va y avoir différentes alternatives qui vont être rencontrées et peut-être, possiblement, des feux de circulation. C'est possible. On est en étude là-dessus actuellement et le pont ne se bâtira pas avant 2024. Bon, il y a une autre affaire aussi. Vous donnez des contrats à nos contracteurs, là, ici, regardez en avant du village. Là. Les blocs sont bâtis dans le chemin Édouard VII. Là, tout à l'heure, le monde va demander des trottoirs, ils vont demander une piste cyclable, ils vont demander quoi à part de ça? Le boulevard Édouard VII n'élargit pas, là. Vous l'avez bâti, là, il y a à peu près même pas 10 pieds. Il y a des chars qui se parquent, qui n'ont même pas de place en arrière, ils se parquent sur le boulevard Édouard VII. Voyons donc. Est-ce qu'on s'en va avec ça? Actuellement, premièrement, il y a eu le prolongement et la réfection des trottoirs jusqu'à la rue Vézina. Oui. Ça fait 50 ans n'est pas fait. Il y a une planification qui a été faite concernant le prolongement de la piste cyclable de la rue Vézina au croissant du parc. Et en passant, M. Bisson, le gouvernement nous permet d'aller en fait, entre autres du centre communautaire, on peut aller jusqu'à 30 mètres pour élargir la chaussée et faire une piste cyclable, ce qui est pensé actuellement. Vous, peut-être que vous utilisez moins le vélo, mais dans Saint-Philippe, il y a beaucoup de familles. Je vous l'ai dit, il y a 45 des jeunes familles entre 30 et 55 ans. Il y a des gens qui demandent la sécurité sur Édouard VII. Il y a des enfants qui vont à l'école. On n'a pas de réseau cyclable adéquat actuellement pour sécuriser, et c'est l'objectif. Je pense qu'Édouard VII peut être réaménagé sans obstruer et faire, je pense, des contraintes aux gens qui habitent dans la proximité d'Édouard VII. Il y a du travail à faire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a beaucoup d'études qui ont été données. On en fait depuis 2015 pour s'assurer que ça va être sécuritaire. OK. M. Bisson, on va revenir à vous. Oui, il n'y a pas de problème. Yvan Brouillette, j'aurais une question concernant la décontamination des bassins qui vont être vendus en terrain. Ça va coûter combien, ça? Il me semble que je n'ai pas vu rien à ce niveau-là. Lorsqu'on a fait le document d'appel de proposition pour les étangs aérés, d'une part, il y a eu une panoplie d'études sur le sol. Et actuellement, les étangs aérés, nous, la Ville, ça va être la Ville qui va être responsable de vider les étangs et de voir, une fois les étangs vidés, à savoir si les étangs sont contaminés. On ne croit pas qu'il y a de la contamination au niveau des étangs, parce que c'est tout protégé avec je ne sais pas le nom exact, là, Tania, de... Géotextile, puis il y a de l'argile. De l'argile, fait que... barrière. Alors, on ne croit pas qu'il y ait de la contamination, mais c'est la responsabilité de la Ville de rendre ce terrain-là à 100% pour le développement. Est-ce qu'il va y avoir des maisons là-dessus? Oui, oui.
puis ça, c'est accepté par le ministère de l'Environnement et puis toute la parade, là. OK. Le développement des étangs ne regarde pas nécessairement le ministère de l'Environnement au niveau de la construction qui va s'établir. Le ministère de l'Environnement, ce qu'il donne, lui, c'est des autorisations pour amener nos services. Donc, construire l'usine, amener des services. Le promoteur, qui sera peut-être le futur constructeur, lui, doit obtenir des CA, des certificats d'autorisation pour aménager et amener des rues et des infrastructures sur le service au niveau des étangs aérés. Ça, c'est la Ville qui donne ces certificats? Non, c'est le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement. Ouais. OK. Puis au niveau des étangs, entre autres, je n'ai pas les grandeurs exactes au niveau de la superficie, au niveau actuel des étangs, que je peux vous dire, on a fait faire une étude en 2016-2017 et ça prenait environ 40 000 tonnes de terre pour remplir ça, mais avec l'excavation qui s'est faite pour les rues, etc., donc tout va se faire là, adéquatement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Jean Rioux, 370, Montée-Saint-Claude. Je voudrais savoir si on peut poser une question en général, ou si ça regarde juste votre plan. Comme M. Auto, il y a le plan. Ce qui serait préférable, c'est que ça soit sur ce dont on parle ce soir. Si vous avez une question qui est très spécifique ou très personnelle, à ce moment-là, ce serait plus de l'adresser, soit je veux pas être au impoli, conseil là, ou... mais moi, je reste sur Mont-Saint-Claude, puis je voudrais parler un peu de la Mont-Saint-Claude, si je peux. Je pense que... Parce que ça ne touche pas la montée Non? OK. du projet, c'est ça? Je peux pas? Peut-être, non, mais savez-vous quoi? Peut-être tantôt, après, là, quand on aura terminé, peut-être qu'à ce moment-là, sûrement qu'il y aura quelque chose. OK. Oui, bonsoir. Mario Aymon du 178 rue Jean. Ma question, elle est en fonction de la circulation. On sait que la rue Jean et la rue Dupuis vont être hautement sollicitées, j'imagine. Y a-t-il, dans un premier temps, une étude qui a été faite dans ce sens-là? Et dans un deuxième temps, mais est-ce que vous avez une solution autre que, je ne sais pas, je vous pose la question, là, à savoir au niveau de la circulation. Vous savez qu'il y a quand même 200 résidents sur les deux rues, 200 résidences, puis c'est 500 résidents à peu près. Vous savez que c'est toutes des jeunes familles aussi. Donc, je vous laisse la réponse. Non, votre question est très pertinente et ça fait plusieurs fois qu'on se penche sur ce dossier-là. Et l'objectif et ce que le conseil municipal nous a recommandé, c'est que, bon, on va laisser passer cette soirée-là ce soir et on va convier tous les gens de la rue Jean et Dupuis à une soirée d'information et on va partager avec eux notre réflexion. Puis on veut attendre de leur part comment ils voient ça, parce que avant que le pont soit construit, c'est sûr qu'il va y avoir du camionnage sur vos rues. Puis on sait que les rues sont étroites. Donc, il y a différentes alternatives qu'on regarde, qu'on veut vous proposer. Puis on veut travailler ensemble avec vous pour voir quelles seraient les meilleures solutions pour, je pense, diminuer le plus possible les contraintes au niveau routier dans votre secteur. Vous allez tous être rencontrés et invités à une soirée d'information. Oui, Sylvie Damour, district 6. En ce qui concerne M. Lelièvre, le parc pour les eaux usées, disons que je suis une experte pour aller me promener là avec mon chien, parce qu'on attend toujours pour un parc à chiens, mais vous videz énormément de détritus, de déchets. Vous avez des 10 roues d'asphalte, de trottoirs ramassés. Vous avez également du métal, et tout le site autour est rempli de déchets. Le coût pour nettoyer tout ça, ça va coûter combien si c'est vous, la Ville, qui payez pour ça? Quel est le coût pour tout nettoyer le site? Parce que c'est vraiment, vraiment grand et vraiment rempli. Effectivement, d'une part, actuellement, le site des étangs aérés sert en grande partie aux travaux publics. Donc, vous voyez, il y a du matériel de travaux publics qui sont entreposés là. Il y a également, lorsque le MTQ a refait Édouard VII. Le ministère des Transports du Québec, MTQ. Merci, M. Hanson. Lorsque le ministère des Transports du Québec a refait Édouard VII, nous, on a récupéré cette partie-là parce qu'on s'en sert beaucoup de cette asphalte-là, on la recycle et on s'en sert soit pour des accotements ou des fonds de rue. Donc, tout ce matériel-là, d'ailleurs, il y a une planification, et mes gens sont ici, des travaux publics. Prochainement, tout ce matériel-là va être transporté sur la montée Monette
où il y aura le futur garage municipal, où on est propriétaire. C'est un coût de transport, tout simplement, du matériel qui va être fait en grande partie par les gens de travaux publics. Oui, Ginette Bézinet de la rue Vézina. Écoutez, d'après ce que je peux voir, le futur de Saint-Philippe, vous prévoyez aussi doubler la population dans les prochaines années, à 14 000, je pense, quelque chose comme ça, avec tous les changements que vous allez faire. Puis vous voulez aussi, c'est de ça que c'est pour cette raison aussi que vous parlez d'usine d'épuration. Mais au point de vue de l'eau potable, est-ce que Candiac va être capable de fournir l'eau potable à Saint-Philippe pour toute cette population-là? On parle d'épuration, mais il faut boire aussi, hein? Mais juste dire que, puis je te laisse, mais juste dire que l'usine, puis je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on nous a dit tantôt, c'est que l'usine, les étangs aérés sont déjà à pleine capacité. Donc ça, ce n'est pas parce qu'il y a un développement que là, on ne peut pas les utiliser. Ils sont à pleine capacité. De toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse avec ça. Là, c'est ce que j'ai compris. Donc, la question, je pense, la question Pour de Madame est fort pertinente, oui. à savoir est-ce que l'usine de Candiac peut fournir l'eau potable. Oui, ça, oui, mais pour ce qui est de la première partie, ça. Mais, oui, attends, juste une minute. On va répondre à cette première question-là, là, puis après, on va aller vers vous. OK. l'eau ça, potable. j'aime ça. Okay. Vous répondre à madame pour l'eau potable? Donc, l'eau potable, effectivement, vient de l'usine de Candiac qui dessert, entre autres, Saint-Philippe, Sainte-Catherine et d'autres villes avoisinantes. Actuellement, la capacité de l'usine, c'est connu, de Candiac aussi, commence à être atteinte au niveau de l'eau potable. Les développements, vous savez, c'est pas juste à Saint-Philippe qu'il y a des développements, c'est surtout partout dans les autres villes aux alentours. Donc, eux aussi ont des plans d'action en cours pour pouvoir moderniser, augmenter la capacité de traitement de l'eau potable. Christian Marin, 79 Saint-Marc. Ma question va regarder Mme Beaulac. Vous focussez beaucoup sur le sondage qu'il y a eu en 2017, 2016. Est-ce que vous pourriez me dire le taux de participation, s'il vous plaît, de ce sondage-là? Oui, le taux de participation est à peu près, il me semble que c'était 12 quelque chose comme ça. Puis ce qu'on nous a dit chez Raymond Chabot de Grant Thornton, c'est un taux qui était vraiment acceptable pour en tirer des statistiques et des conclusions. Fait que là, vous êtes en train de me dire que 12 de la population, c'est eux autres que vous fiez à 12 de la population pour toutes nous dire qu'est-ce que Saint-Philippe a besoin, qu'est-ce que Saint-Philippe veut? Monsieur Marin, c'est sûr qu'on s'est basé là-dessus, mais regardez ce qui se passe alentour. Vous savez, je rencontre des citoyens régulièrement. Il y a des citoyens qui viennent aux assemblées du conseil, il y a des citoyens qui nous appellent, il y a des nouveaux résidents qui s'installent, qui ont des besoins. Fait que je pense que c'est ce qu'on veut, être à l'écoute de ces citoyens-là. Puis moi, je peux comprendre parce que ça fait 42 ans que je suis à Saint-Philippe. Je suis venue m'établir à Saint-Philippe sur la rue Germaine parce que c'était la campagne. Je suis dans le secteur où il y a à peu près beaucoup de zones agricoles. Hein? Mais par contre, les jeunes familles qui s'en viennent chez nous, puis vous les voyez, il faut penser à l'avenir. Une ville, là, ça ne se planifie pas au jour le jour. Ça se planifie à long terme. Alors aujourd'hui, c'est nous, avec des jeunes familles, et il y aura de plus en plus de nouveaux citoyens qui vont venir s'installer. On le voit, les gens quittent les grands centres pour venir s'installer dans les couronnes, et ces gens-là ont des besoins. On parle de transport actif, on parle de pistes cyclables, on parle des loisirs, une diversité au niveau des loisirs. Donc, il faut s'ajuster à cette clientèle-là qui s'en vient s'établir chez nous. Je peux vous dire, Mme Beaulac, que moi aussi, ça fait 27 ans que j'ai un commerce. Je suis près des gens aussi à Saint-Philippe. Puis c'est drôle, je n'ai pas le même discours. Je m'excuse, je n'ai pas le même discours. Peut-être que Saint-Philippe est divisé en deux, à cette heure, la rue Sanguinette, puis le restant de la ville. Bien, c'est ça. Je pense que les gens devront faire un choix éventuellement sur ce qu'ils veulent, si c'est ça que vous me dites. Mais moi, c'est le contraire que j'entends. J'aurais une question pour M. Lelièvre. C'est peut-être moi qui a besoin de lunettes, mais dans l'article du Reflet, vous parliez vraiment de 1700 pieds, 1 700 000 pieds bâtissables. Là, vous êtes rendu à 1200. Si je ne me trompe pas, l'article du Reflet, là, vous parliez qu'il y avait 1 700 000 pieds carrés de bâtissables, puis là, vous nous dites à soir que c'est 1 200 000.
Donc, à ce moment-là, suite à ce commentaire-là, c'est quoi votre question? Non, non. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lunettes? Non, c'est facile à répondre. Effectivement, au niveau des étangs aérés, il y a 1 700 000 pieds carrés bâtissables, c'est-à-dire qu'il y a des rues, il y a des pistes cyclables, il y a des parcs, puis il y a des maisons. Mais la partie au niveau résidentiel construisible, c'est 1 200 000 pieds carrés. Est-ce que non? Ben, c'est parce Mais que j'aurais pu aussi m'appeler, me poser la question, mais j'aurais répondu. On se connaît bien, on n'a pas de problème. super. Il y a une question au fond là-bas. Je pense que ça, c'est une nouvelle. Ah, madame, c'est vrai. Je m'excuse. Vous avez raison, madame. Ça fait longtemps qu'elle veut poser sa question. Allez-y, madame. Moi, c'est Claudine Deslip. Je suis sur Sanguinet. Et je voulais savoir, au niveau de la circulation dans les heures de pointe le matin, comment vous allez gérer ça? Déjà, Édouard VII, c'est compliqué. Avec 500-600 maisons de plus, ça va bouchonner jusqu'à où? Vous avez raison qu'il y a beaucoup de circulation, même actuellement, sur Sanguinet. Et il y a également les services techniques qui sont en train de regarder des plans pour regarder au niveau de Sanguinet de quelle façon on peut élargir la voie et y installer de différents panneaux de circulation. Vous avez raison là-dessus. Hein. Mon bureau est au coin, puis je le vois le soir à 4h30, 5h, qui commence déjà à avoir de l'attente. Ça va être à gérer cette partie-là. Il était 6h45. J'ai dû laisser passer 17 autos devant moi pour venir à bout de prendre le chemin. Il est 7h moins quart. Vous êtes au coin de quelle rue, vous me dites? Sanguinet. Et? Moi, je suis sur Sanguinet. Mais quelle rue? France, Jean Dupuis? Non, sur Sanguinet. Non, l'intersection pour laisser passer les voitures? Sur Sanguinet, pour sortir de ma cour. Okay. Moi, je suis sur Sanguinet. Okay. Pour sortir de ma cour, pour prendre Sanguinet, 17 autos, 6h45 le soir. Non, c'est peut-être une exception ce soir parce que, ben peut-être, en tout cas, je ne veux pas me débattre avec vous, mais moi, je quitte mon bureau 6h30, 7h à tous les soirs. Puis, je n'ai pas de problème, mais peut-être que ce soir, c'était une soirée peut-être plus achalandée. Bonjour, je m'appelle Nicolas Boulay, je réside au 1380 route Édouard VII et je fais partie des enthousiastes à ce projet, je tenais à le dire. Puis si j'irais plus vite, là, mettez-en plus, on en veut, des pistes cyclables, let's go. Je fais partie aussi du groupe des nouvelles familles arrivées à Saint-Philippe depuis 5 ans. Donc, félicitations pour ce programme-là. Ça va probablement inciter d'autres gens à venir se joindre à Saint-Philippe. Ma question serait par rapport à la connexion des résidences qui ne sont pas desservies par l'aqueduc présentement et par le service des égouts, dont je fais partie. C'est un peu un effet collatéral de ce projet. Donc, comment vous voyez la connexion entre le réseau actuel et la nouvelle usine? Est-ce que ça va passer par Édouard VII? Est-ce que la route risque d'être fermée? J'aimerais avoir plus de détails à ce sujet-là. Donc oui, effectivement, en déplaçant l'usine d'épuration, on prolonge le réseau d'égouts sur Édouard VII. Donc les résidents entre Bernard et la Prairie vont pouvoir se raccorder au réseau d'égouts. Il y aura une portion à payer par le citoyen sur la résidence privée, là, entre la résidence et la ligne de l'eau, pour pouvoir se raccorder. Complètement en dessous, vous allez élargir? Oui. En fait, pour pouvoir, donc c'est sûr qu'il va y avoir des entraves, là, on ne se le cache pas, là, donc pour pouvoir passer un tuyau d'égout, un tuyau d'aqueduc à des profondeurs parfois allant jusqu'à 7-8 mètres, on doit fermer Édouard VII sur sa pleine largeur. On ne peut pas laisser une voie ouverte, c'est trop dangereux au niveau sécurité pour les pentes d'excavation. Donc, évidemment, on ne vous le cache pas, là, ça va être un casse-tête pendant un petit bout. C'est des travaux qui vont durer, si tout va bien, comme je disais tantôt, de mai, mais pour la portion réseau, donc de mai à octobre-novembre 2022. Donc, 5 mois d'entrave. Les travaux vont débuter dans le secteur près de la nouvelle usine, puis vont tranquillement s'en venir jusqu'à Bernard. C'est des tronçons qui vont être fermés. Évidemment, les résidents vont toujours avoir accès à leur propriété, mais je ne peux pas vous cacher
un atout de Saint-Philippe est aussi un casse-tête quand on vient pour passer des infrastructures, c'est la rivière. À un moment donné, on peut pas, il n'y a pas de rue, on ne peut pas faire un détour par une rue pour traverser la rivière. Donc, à certains moments, vous allez accéder par la 104, par certains moments par Sanguinet, pour cette période-là. C'est sûr que c'est des entraves qui vont vous être communiquées via des infos-travaux. Vous allez être avertis à l'avance. On n'arrivera pas un matin en cognant chez vous disant « Bonjour, aujourd'hui on passe le tuyau, veuillez vous raccorder ». Il va y avoir un délai pour pouvoir se raccorder. C'est généralement, typiquement 2 ans là, qui est donné aux citoyens pour se raccorder. Il y a un élément aussi qu'il faut rajouter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, un élément qui peut être aussi, je veux rajouter, c'est que les gens, il y a environ une 40aine de résidences entre la rue Bernard et les limites de Saint-Philippe et la Prairie qui vont être rencontrés. On va leur expliquer clairement là, de quelle façon qu'on va procéder, les entraves, et également pour les futurs branchements au service d'égouts et d'aqueduc. Merci. Madame? Est-ce que la Ville va soumissionner pour des plombiers et qu'il y aura des plombiers attitrés ou... On va pouvoir donner, comme on dit, on va rencontrer les citoyens, on va avoir des listes de référence qui n'empêchent pas le citoyen de prendre l'entrepreneur ou le contracteur, le plombier de son choix, mais c'est sûr qu'on va accompagner les citoyens en donnant des indications pour vous aider dans ces démarches-là. Étant donné aussi un élément important que je veux souligner, étant donné que c'est la Ville qui prolonge les infrastructures jusqu'aux limites de la Prairie, donc il n'y a pas de frais aux résidents par rapport au coût d'infrastructure sur Édouard VII. Les seuls frais qu'ils vont avoir, c'est de se brancher à leur résidence. Moi, ça fait longtemps, Raymond Routier sur Édouard VII. Moi, ça fait bien longtemps que j'attends ce projet et je l'applaudis à tout rond parce que d'après moi, le temps des fosses septiques et des champs d'épuration et des puits, il faut passer à autre chose. Et puis, la question que je me pose, c'est qu'on sait qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent. Il peut y avoir des changements, je ne veux pas être prophète de malheur, mais s'il y avait une nouvelle administration complètement devant moi, est-ce que le projet il est là et il doit continuer? Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il peut être retardé? C'est les questions que je me pose, là, parce que moi, je trouve qu'on est rendu au point, là, vous avez fait un boulot extraordinaire. Maintenant, il faut passer à l'exécution qui est prévue pour mai 2022. Alors, je trouve qu'il faut commencer à faire quelque chose pour voir la fin de ça. Oui. Peut-être M. Lelièvre? Non, je ne fais pas de politique. C'est... Ben... Est-ce qu'une nouvelle administration peut venir tout chambouler? Vous savez, tout est possible, mais j'espère sincèrement, que les gens vont réfléchir parce que, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, le statu quo n'est plus possible et c'est vraiment de mettre la ville en péril, la pérennité de la ville en péril si on ne va pas de l'avant. Si les gens n'ont pas compris ça, bien, écoutez, moi, je ne peux pas répondre de ça, mais je souhaite honnêtement que les gens y réfléchissent sérieusement. Nous, écoutez, ça fait des années qu'on est sur ce projet-là. Il y a des études qui ont été faites, des études sérieuses. Comme vous voyez, on est accompagné de professionnels. Donc, ça n'a pas été fait sur un bout de table. Et je l'ai dit tout à l'heure, bien qu'il y a des divergences d'opinion, sécuriser Édouard VII, c'est par des pistes cyclables. Donc, il faut vraiment, on a des jeunes familles, les gens dans votre secteur, Bernard, Lucien, Deneau, les jeunes ne peuvent même pas circuler pour aller à l'école en vélo, aller au parc en vélo. Donc, il y a toutes sortes de contraintes. Et puis, les jeunes familles, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, les gens veulent des parcs, ils veulent des nouveaux services. Bien, pour être capable de répondre à ces demandes-là, bien, il faut agir. Il faut agir. Sinon, puis regardez ce qui se passe alentour. Tu sais, on ne peut pas, Saint-Philippe, rester dans un petit ghetto alors que partout ça se développe, on va manquer le bateau. Le REM s'en vient. Vous savez que le REM est en déficit. Vous l'entendez parler? On fait partie de la CMM. On devra participer au déficit du REM, comme on participe au déficit, que ce soit
des stations de métro parce qu'on fait partie de la CMM, on paye des quotes-parts. Et tout ça, ça l'augmente. Donc, il faut regarder pourquoi le taux de taxation dans les autres villes sont moindres. C'est parce que ces gens-là ont développé. Fait que c'est un message que je vous lance ce soir. Vous aurez des choix à faire. Maintenant, à vous de les faire selon ce qui, je pense, qui serait sensé pour tous les citoyens. Parce que nous, au Conseil, on ne peut pas penser à un veut ci, un veut ça. Il faut regarder, il faut avoir une vision d'avenir. Alors, il faut voir ce qui est le mieux pour l'ensemble des citoyens. Donc, si on va avoir un taux de taxe raisonnable, si on va être en mesure de s'offrir des services, bien, il n'y a pas de recette miracle. Il faut aller de l'avant. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, ça fait 50 ans que je vis à Saint-Philippe, là. Puis je me dis, l'avenir, c'est quoi au juste? Moi, je parle à des nouveaux arrivants. Madame Bolac est en train de dire qu'il y a des jeunes familles. Justement, je parlais à des jeunes familles. Il dit, on a quitté Longueuil à cause que c'était complètement pacté. On revient dans un village où c'est l'anarchie totale, où c'est l'Éden des constructeurs de maisons. J'ai fait venir des gens de l'Université de Montréal. Ils ont fait le tour de la ville. Ils ont dit, mais c'est qui planifie ça? Est-ce que c'est des gens atteints de cécité? J'ai dit non, c'est des analphabètes visuels. Écoutez, là, je vais vous dire une chose. Moi, juste un petit moment. C'est un préambule, madame. Monsieur, c'est un préambule. Bien, votre préambule est un peu tendancieux, selon moi. Donc, oui, bien ça, la démocratie, ça a le dos large. Là, non, posez votre question. Tout ce qu'on va entendre, c'est votre question. C'est ça ma question. Alors, c'est le futur que vous allez nous présenter, là. Je vois le présent, je n'ai pas hâte de voir le futur. Très bien, merci. Oui, bonjour, Valérie Sicard. On habite sur des hommes. Dans une optique peut-être un peu plus nuancée, mais dans le même sens que monsieur, nous, on représente ce qui a été dit, là, les jeunes familles qui sont venues s'établir à Saint-Philippe. C'est sûr qu'on est un peu... nous, on a quitté Longueuil, en fait, justement, à cause de la densité de population, à cause des terrains miniatures de 4000, 4500 pieds carrés. Pour revenir, retrouver une qualité de vie, un esprit un peu plus communautaire, de région. Et là, ce que vous nous présentez, c'est un mini Longueuil ou un mini La Prairie. Bien, franchement, moi, je suis déçue pour ma ville. C'est pas ce que j'attendais. Des terrains de 6-7 000 pieds carrés, pour nous, en tout cas, ça me semble un minimum là, pour élever une famille très de base, là, de 2 adultes, 2 enfants, avoir de l'espace gazonné pour qu'ils puissent courir, une mini-piscine. Là, avec votre projet d'immeuble de 6 étages, avec des terrains de 4 500 pieds, en tout cas, j'ai de la misère à croire que c'est ce que les jeunes familles vous ont demandé. J'ai plus l'impression que c'est une vision de ville pour aller chercher le plus d'argent possible pour ces terrains-là. Exactement. Oui, c'est bien. Avez-vous quelque chose à... Juste pour répondre à votre question, madame, je côtoie régulièrement des promoteurs, je côtoie régulièrement des constructeurs. J'habite Longueuil depuis 35 ans. Je connais très bien Longueuil. Et je connais très bien... Est-ce que ça va, monsieur? Est-ce que ça va? Tout à l'heure, vous poserez vos questions. Là, c'est moi qui parle. Merci. Merci. Et ce qui est demandé actuellement, puis j'aurais même envie de passer la parole à un agent immobilier qui est dans la salle, qui va vous répondre, qu'est-ce que les jeunes familles recherchent actuellement? Les jeunes familles, qu'est-ce qu'ils recherchent actuellement? Puis on va juste faire la distinction. Quand on parlait tout à l'heure de 4 500 pieds carrés, c'est une maison unifamiliale isolée qui est là-dessus. Et je vous dirais que dans la majorité des villes au pourtour qui se développent, c'est ce superficie de terrain-là qui est demandé. Les gens, de plus en plus, veulent des petits terrains. C'est possible qu'il y a des gens qui cherchent des grands terrains. Je peux être d'accord avec vous, j'en ai un grand terrain, moi, puis j'habite Longueuil. C'est moi qui cherchais ça. Mais il y a encore des grands terrains à Saint-Philippe et il n'y a rien qui empêche. Vous savez que le prix au pied carré de développer actuellement a changé énormément au cours des dernières années. Je viens d'avoir mon nouveau rôle d'évaluation, moi, là. Et j'ai vu le prix au pied carré, comment ça coûte. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a une capacité de payer et d'acquérir des gens. Il y a des jumelés qui se vendaient il n'y a pas longtemps à Saint-Philippe
à 325 350 000. Il y a des jumelés qui se vendent actuellement, aujourd'hui, à 525 000 dans Saint-Philippe. Alors, plus vous allez demander, je comprends, puis je suis d'accord avec vous, moi aussi j'aime ça de l'espace, mais en même temps, il y a une capacité de payer, une capacité au promoteur d'offrir. Je pense que les gens feront des choix à ce moment-là. Ça n'empêche pas le promoteur d'offrir, sur son développement, des terrains plus grands, avec une plus grosse bâtisse. Le promoteur verra, on n'est pas rendu à ce niveau-là de détail au niveau du lotissement, mais je pense que c'est un bon message que vous passez en même temps. Oui, monsieur. Alain Lemieux, je demeure sur la rue Gouillet, à Saint-Philippe, bien sûr. Je regarde, OK, la plupart des projets qu'il y a, soit des alentours ici, que ce soit à La Prairie, Candiac, Saint-Philippe, on a toujours rencontré, OK, une petite grenouille qui s'appelle Rainette. Puis elle est située toujours, OK, à côté d'un étang, d'une rivière ou d'un fossé. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Parce que là, vous touchez vraiment à des endroits où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'espace où sûrement qu'il y a des rainettes dans ce coin-là. Et est-ce que le ministère de l'Environnement a fait des études à savoir, OK, premièrement, il y en a-tu? Puis deuxièmement, qu'est-ce que vous devez faire si vous en trouvez? Parce qu'il y a des projets qui ont été mis sur la glace, OK, à La Prairie, par le ministère, par le gouvernement du Canada et par le gouvernement du Québec. OK, entre autres, si on regarde place Symbiosynthèse. Symbiocité, OK, où il y a eu quand même beaucoup de discussions, d'amélioration, et même ils ont été obligés de faire, OK, des restrictions pour un certain temps pour être capable, OK, de régler le problème. À cette heure, moi, je suis surpris de voir, OK, que vous allez faire beaucoup, OK, de travaux dans ces coins-là, mais je n'entends pas parler de la faune, je n'entends pas parler qu'il n'y a rien qui va être pris en considération. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez fait des études? Je vais répondre en partie, M. Lemieux, puis je vais laisser Mme Serban répondre à une autre partie de votre question, qui est fort pertinente d'ailleurs. D'une part, dans les journaux, on a souvent parlé de La Prairie et des rainettes. Puis, il y a des propriétaires de terrains qui sont dans la salle, qui habitent Saint-Philippe, qui ont perdu au-dessus d'1 million de pieds carrés, de l'autre côté de la 30, à cause du décret des rainettes. J'ai participé durant 1 an et demi de temps comme responsable de la Ville sur les comités avec le fédéral pour regarder le dossier des rainettes, d'une part. La Prairie a perdu aussi un grand nombre de pieds carrés, puis on identifie autrement pour regagner. À Saint-Philippe, bien sûr, on ne peut pas faire aucun développement, M. Lemieux, vous le savez très bien, sans que le ministère de l'Environnement soit impliqué. Nous avons fait faire nos études par un biologiste et également l'environnement a fait ses études. Et je vais passer la parole à Tania pour être plus précise dans la réponse. Oui, donc effectivement, c'est une excellente question. Je pense que c'est en 2017 que le décret a été émis par Environnement Canada, donc Environnement Canada, pour protéger une certaine zone. Donc, c'est vraiment une carte avec des zones précises. Entre autres, de l'autre côté de la 30, donc l'usine où elle va être dans le secteur industriel, là, de l'autre côté de la 30, ça, c'est vraiment une zone cartographiée. Mais toute la région est susceptible d'avoir la rainette faux-grillon. Puis, dans le cadre du projet, on a fait faire des études biologiques, fauniques, floristiques, et plus spécifiquement sur le terrain des étangs aérés et à l'endroit de la future usine d'épuration. C'est des inventaires, c'est vraiment des protocoles standardisés émis par le ministère de l'Environnement. Donc, ça se fait au printemps quand on entend la rainette chanter. Puis c'est vraiment, il faut qu'il fasse telle température, entre telle période de la journée, pendant une certaine période de temps. Et il y a un certain nombre de visites qui doivent être faites par un biologiste. Puis c'est vraiment à l'écoute versus un site de référence où ils savent que les rainettes chantent dans leur habitat naturel. Donc, si elles chantent à un endroit, dans telles conditions, ils écoutent à un autre endroit s'il y a la rainette qui chante. Et dans notre cas, autant pour le terrain des étangs aérés que la future station, il n'y a pas eu de chant de rainette. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente ailleurs dans l'environnement, mais sur les 2 terrains sur lesquels on a
à intervenir. Elles ne sont pas présentes. Il faut quand même que ça passe au ministère de l'Environnement. Quand je disais tantôt là, qu'il y a l'autorisation, donc notre dossier a été déposé, puis ils étudient tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas nous demander des questions supplémentaires, mais les études ont été faites en bonne et due forme avec des biologistes. Puis, de l'autre côté, on a également des infrastructures qu'on fait. Là, je ne suis pas rentrée dans tous les détails tantôt, mais on sécurise le réseau d'aqueduc avec Candiac pour avoir une deuxième entrée d'eau pour ne pas être vulnérable. Actuellement, on a une seule entrée d'eau potable via Sanguinet, donc on double l'entrée et on passe dans une zone. Il y a des gaines qui ont été passées sous l'autoroute 30 lorsqu'elles ont été, donc des casings, des tuyaux, pour pouvoir éventuellement passer des infrastructures. On va s'en servir maintenant. Le décret de la RENET d'Environnement Canada n'existait pas à cette époque-là. Donc, on doit passer par tout un processus de demande de permis en vertu de la loi sur les espèces en péril. On est dans ce processus-là actuellement également. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'empêchement à un bon moment donné s'ils découvrent quelque chose. Bien, en fait, les études qu'on a faites pour le projet d'usine, de prolongement de réseau, ça, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de raison que le ministère découvre autre chose ou contredise les études qui ont été faites par les professionnels. C'est parce que vous avez la construction d'un pont, éventuellement, que vous allez faire aussi dans cette région-là? Oui, l'inventaire a été fait également. Je vais l'oublier dans ce que j'ai dit. Vous avez raison. Ça a également été fait sur le terrain du futur pont qui est connexe aux étangs. Merci. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Paul Tremblay habite sur la rue Germaine. M. Toureau après. OK. Habite sur la rue Germaine. C'est un beau projet, beaucoup de maisons. On emporte à peu près, mais au-delà de 1000 voitures dans un même secteur. Moi, je vois un enclavement pour les autres résidents de Saint-Philippe. Comment on va faire pour sortir, aller travailler? Il y a des prix, il y a des coûts à tout ça. Il va falloir que ça se paye. On voit des augmentations un peu partout, sûrement de taxes éventuellement. Vous avez dit que non, mais il va sûrement en avoir. Puis, dans la route, vous avez un projet. Vous avez un projet pour les maisons, mais il y a des gens qui habitent là, mais ça prend une route de sortir et rentrer. Là. Il y a des gens qui vont aller travailler. Là. On parle du REM. Le REM, pour moi, c'est un flop monumental. Parce que les seules personnes qui vont utiliser le REM, ça va être ceux qui vont habiter le 10-30. À part ça, là, les autres, là, écoute, il n'y a pas de parking là-bas, là, c'est épouvantable. Mais la route pour sortir de Saint-Philippe, pour aller travailler, on fait quoi? Je ne me prononcerai pas sur le REM, là, mais la route de Saint-Philippe, effectivement, moi, c'est un flop monumental à 12 milliards. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Je pense que votre intervention est très bonne. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement pour voir. Ça nous donne du temps, là, parce que l'usine est prévue opérationnelle au 1er janvier 2024. Et là, c'est ça qu'on regarde actuellement. On fait faire beaucoup d'études, voir de quelle façon on va gérer la circulation, d'une façon adéquate pour... Effectivement, il va y avoir... Vous avez raison, 1000 voitures, là, il va y avoir... C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Puis, on a la rue Jean et Dupuis qui vont servir de corridor, et il va y avoir le pont. Maintenant, on va regarder de quelle façon nous, on peut gérer notre circulation. Je disais tout à l'heure, on regarde la configuration d'Édouard VII, on va regarder la configuration de Sanguinet, de quelle façon on peut faire transiter les gens au niveau de la 30. On regarde ça actuellement. On n'a pas toutes les réponses, j'en conviens actuellement. Ça arrive à grands pas. Il aurait fallu que ça soit planifié en même temps. Ce n'est pas de planifier après, on va faire après, on va attendre... On a des études de circulation qui montent à 2016. OK. Puis ils ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, les études. Ça change, non, ça change. Ça change. Il y a une croissance. À Saint-Philippe, on le voit là, à tous les matins. Croissance. Mais là, on rajoute 1000 voitures là-dedans, là, ça presse, là, le temps presse pour la route Édouard VII. En même temps, il faut que le projet sorte. Là. Okay. Sylvain Trudeau. En tant que tel, je pense qu'on est rendu à une nécessité là, d'épuration, mais la station d'épuration que vous avez bâtie, la planification du nombre de citoyens qu'elle peut desservir, la rentabilité, jusqu'où on peut se rendre avant d'avoir une nouvelle infrastructure, puis le nombre d'années que ça peut prendre, c'est quoi exactement? Tania, peut-être? Oui. Donc, dans une première phase, donc, la nouvelle usine qui va être construite est faite pour accueillir le double de la capacité actuelle. Disons qu'on est 7 000, donc pour 14 000. Mais on a planifié également de l'espace sur le même terrain à l'arrière pour pouvoir ajouter d'autres bassins qui vont pouvoir combler des besoins, si besoin il y a dans le futur, jusqu'à 20 000.
Donc, les bassins ne seront pas construits actuellement, mais l'espace est disponible, puis la configuration est faite pour que l'eau circule adéquatement. Il y a un élément également important qu'on oublie. Vous savez, les gens qui fait longtemps qui habitent ici, M. Bisson, M. Marin et autres, M. Tremblay, etc., lorsqu'ils ont fait l'autoroute 30, ils ont divisé le territoire de Saint-Philippe. On a isolé 5 millions de pieds carrés de l'autre côté de la 30 que sur le territoire de Saint-Philippe. Lorsque Tania parle de la capacité d'usine, l'autre côté de la 30, on est déjà en pourparlers d'ailleurs avec des propriétaires de ce secteur-là, il y a une possibilité de l'autre côté qui ne viendra pas, pratiquement pas impacter de ce côté-ci de Saint-Philippe. Il y a un potentiel entre 1500 et 2000 portes. Pour fin de calcul, dans un futur, calculez là 2000 portes, ce qui est presque, actuellement à Saint-Philippe, il y a 2600 portes. 2696 portes dans la ville. Calculez un ajout de 2000 portes, avec une valeur moyenne dans le temps, disons dans 10 ans, qui va valoir environ, mettons, 600 000 la porte. Faites un calcul simple. Ça va rapporter 10 millions, pas 10 milliards, mais 10 millions par année à la ville de Saint-Philippe, ce développement-là, qui n'a aucun impact au niveau de la ville, aucun impact au niveau routier, mais un impact majeur pour permettre aux citoyens de Saint-Philippe de profiter d'un meilleur service, de meilleure qualité de service, de parcs, de pistes cyclables et de commerce de proximité. N'oubliez pas, ça c'est un élément important et majeur. C'est le développement des étangs, qu'on parle de 560 portes, on va tripler l'autre côté. L'impact, aucun impact routier à Saint-Philippe. Il va y avoir un impact financier drôlement important pour la ville, par exemple. À 10 millions par année, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Candiac, moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Puis il le faisait bien avant. Candiac a toujours essayé de prendre ces terrains-là et d'en avoir le développement. M. Bisson, je pense que vous le savez aussi. Et là, on a toujours fait en sorte que jamais on céderait ces terrains-là à Candiac. Alors, 4,5 millions de pieds carrés de l'autre côté, c'est drôlement intéressant. En fait, Mme Martin et moi, à cette époque-là, on est allés à Québec rencontrer le ministre pour arrêter les démarches, parce que sinon, tout se faisait. Mon deuxième volet, dans le fond, la dame, je ne me souviens pas de son nom, qui avait un manteau mauve, là, ici en avant, là, elle a apporté des points très intéressants, je trouvais. Moi, je suis arrivé ici à Saint-Philippe, justement, parce que la 30 est arrivée. Je suis arrivé en 1995, exactement. J'ai commencé des projets domiciliaires en 1996. Les besoins, évidemment, à l'époque, étaient différents d'aujourd'hui. Puis les clients que je rencontrais qui recherchaient des choses différentes. À l'époque, on parlait des terrains de 7 000 pieds carrés. Moi, j'arrivais avec des terrains de 5 600 pieds carrés. Mme Beaulac était sur le conseil à l'époque, puis il y en a déjà qui me disaient que c'est petit. C'est sûr que moi, je regarde la vie de tous les jours, puis j'ai vendu beaucoup de propriétés dans la ville. Moi puis M. Giroux, probablement qu'on est les deux courtiers qui ont vendu le plus de maisons dans la ville. Mais il y a une capacité de paiement aussi des gens. Puis aujourd'hui, une famille avec un revenu moyen n'a plus la capacité de se payer les évaluations des maisons qui sortent à 600, 700 puis 800 000. Fait qu'on vient à Saint-Philippe souvent parce que c'était moins cher. C'était ça qui était... on venait à Saint-Philippe parce qu'on achetait un prix avant. Aujourd'hui, on vient à Saint-Philippe parce qu'on achète un prix, mais aussi une qualité de vie que les gens aiment. Puis je pense que tout le monde ici dans la salle, c'est ça qu'ils recherchent. Vous avez raison au niveau des pistes cyclables, vous avez raison au niveau de la facilité aussi des accès pour les enfants à divers parcs ou justement aux installations scolaires. Mais moi, à l'origine, avant que j'arrive ici, j'étais un Longueuillois. J'arrivais de Longueuil. Fatima. C'était la campagne de Longueuil, ça, dans le temps. Aujourd'hui, Fatima s'est rendu plein. Mais moi, ce que j'appréciais de Fatima, c'est que je prenais mon BMX quand j'étais un kid, puis j'allais jusqu'au Colisée Jean-Louis Béliveau, qui était tout un grand parc. On a quand même beaucoup de territoires en zone verte. Je ne sais pas si ça a été évalué. On a des boisés qui, depuis 2010, sont protégés par la conservation.
on ne peut pas les exploiter en zone agricole, même s'ils sont dans le territoire agricole. Est-ce que ça a déjà été dans les objectifs, justement, de dire, OK, c'est beau qu'on fasse des pistes cyclables, mais qu'on les rentre dans des endroits où ce que les jeunes peuvent aussi profiter de la nature, peuvent aussi profiter des accès que Saint-Philippe offre, parce qu'on n'a presque pas de tourisme, puis pourtant on a plein d'endroits. On a 5 terrains de camping, mais pas de mise en valeur presque. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de tout converger ensemble vers un même but? Parce que c'est beau de vouloir faire du développement. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec une usine d'épuration. Mais je suis d'accord aussi avec des gens qui ont besoin peut-être d'espace. Donc, est-ce que c'est des choses qu'on pourrait regarder au même titre que le reste? On a présenté il n'y a pas si longtemps, M. Trudeau, puis je pense que vous êtes assez au courant, le plan particulier d'urbanisme du noyau villageois. Dans le plan particulier d'urbanisme, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut redonner aux citoyens l'accès à la rivière. C'est un début. On propose de faire un beau parc juste à côté du bureau de poste, là où est Mme Monette, tout ça, mettre en valeur la ville de Saint-Philippe. On parlait aussi, dans le noyau villageois, d'avoir des placettes qui vont permettre aux gens, vous savez, dans je ne sais pas si, j'imagine que les gens vont dans le coin de Rimouski, ces places-là, mais je trouvais ça super intéressant, des placettes où les gens vont se rassembler le dimanche, le samedi, avec leur famille, parce qu'il y a un parc, les enfants vont jouer au parc, les parents peuvent parler alentour d'une placette, avoir des petits commerces de proximité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a 93 % de notre territoire qui est agricole. Donc, et ces terres-là, la majorité sont en culture. On a une agricultrice ici, là. Donc, et puis, c'est sûr qu'au niveau de la MRC, on est à travailler, à savoir comment on peut bonifier l'exploitation de ces terres-là. On a des petits lopins de terre, là, qui sont non utilisés en friche. Puis justement, après-midi, j'étais à la MRC, puis on est en train de se faire un genre de cartographie pour identifier ces secteurs-là et puis voir s'il y a des possibilités de les exploiter avec des organismes qui, justement, essayent d'aider des jeunes familles à partir au niveau de l'agriculture sans avoir des grosses terres agricoles, mais des petits lopins de terre. Donc, la même chose, on parlait du parc Gérard Laframboise. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés marcher en arrière de la piste cyclable le long de la rivière. C'est super beau. C'est super beau. Ça se rendait à un moment donné jusqu'au parc des oiseaux. Bien, c'est quelque chose qu'on veut réaménager éventuellement, mais tout ça, vous allez comprendre, on a des choix à faire. C'est des sous. Donc, il faut avoir des sous pour faire ça. Mais c'est des choses qu'on regarde. OK. Merci. Juste vous dire, on s'était donné jusqu'à 20h30, il est 20h30. On va continuer un petit peu, là. Mais simplement, oui, ça fait longtemps que vous voulez... Tout de suite après, je reviens à vous, monsieur. Allez-y. Moi, en 1995, Mme la mairesse, vous étiez déjà au pouvoir. Ça fait 20 ans que vous êtes là. Oui. Bon. Fait que là, moi, mes infrastructures, toutes étaient payées, de 1995 à 2016. Là, vous allez recommencer. Moi, mes rues en avant, c'était Deneau, Lucien, Bernard. Ça, c'est scrap, on n'en parle même plus. Les chars s'en vont là, pareil comme si on sort dans le désert. Puis là, le monde, en plus de ça, vous avez fait les rues tellement larges, ils parquent toutes leurs autos dans le stationnement. Une moyenne de maison qui a 2 jumelés. Ça veut dire que c'est 5 voitures. Une jumelée. Ça fait que ça veut dire que comment c'est que vous avez, comme que c'est qu'il disait tantôt, là, mais moi, c'est scrappé, je les ai payés, mes infrastructures. Ça m'a coûté 10 000 $. Là, je vais être obligé de recommencer à payer encore des taxes pour ça. Mais moi, je ne suis pas là dans ce temps-là. Là. Je n'ai même pas d'affaires là pantoute. Mais là, vous allez me mettre un pont à côté de chez nous, puis là, je vais être obligé de payer pour les infrastructures à l'autre bout. Puis moi, mes infrastructures en avant de chez nous, c'est scrap, on n'en parle même plus, les rues, c'est fini, puis on ne parle plus de ça. Vous allez être encore obligé, vous allez faire une demande d'emprunt encore pour refaire les rues. Je pense, M. Bisson, que vous aviez posé la question pas la dernière assemblée du Conseil, mais l'autre d'avant, puis on vous a répondu que les rues Bernard, Lucien, Deneau, on vient d'obtenir une subvention d'à peu près 2 millions sur un projet de 4 millions. Et ces routes-là vont être refaites, on vous l'a dit, au printemps. Donc, quand on va refaire ces routes-là, c'est sûr qu'on va revoir à la reconfiguration de ces routes-là.
pour y intégrer piste cyclable, on ne le sait pas, on va regarder tout ça. Maintenant, quand vous dites que ça va vous coûter des sous à vous, ça ne vous coûtera absolument rien pour... Ben non, pour le projet, on vient de le dire, monsieur... Provincial, au municipal, au scolaire. Ça ne coûte jamais une scène. Monsieur Bisson, vous me parlez du nouveau projet sur Édouard VII. On vous a dit que ça serait à coût nul pour les citoyens. Parce que, monsieur Bisson, on vend les terrains, on a vendu les terrains à un projet, Galia, qui ce projet-là, puis on vous a tous donné les chiffres tout à l'heure, qui justifie où est-ce qu'on va prendre les sous pour payer ce projet-là. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est ça la réalité. Monsieur ici, monsieur, il y a madame là-bas. Ah, c'est vrai, vous, ça fait longtemps. Oui, bien, attendez une seconde, là, on va commencer, ça va être un, puis après, je vais là, mais madame, ça fait longtemps qu'elle attend. Pardon? Oui, c'est ça, bien, elle va aller avant vous. Vous. Non, mais sérieusement, on va commencer là. Puis Oui, comme on je vous chante dis, pas. on se donne peut-être un 15 minutes, là, parce qu'on s'était donné jusqu'à 8h30. Puis, comme je vous dis, excusez, là, je vous coupe encore, mais puis par la suite, ceux qui veulent rester, Je vais être parler, bref. OK, très Je vais bien. être bref. Oui. J'entends de belles théories bureaucratiques. Si je calcule à peu près une voiture ou deux par appartement ou par maison, et on me parle des jeunes familles, vous vous rendez compte, les petits-enfants qui vont entendre l'autobus sur Édouard VII, 25-30 minutes. La pollution, j'en entends pas parler. La qualité de vie des individus ici, on n'en parle pas. On parle d'argent, d'infrastructures, de terrain, il faut des taxes. Mais l'être humain, lui, on s'en fout complètement. On monte des maisons plus hautes, on inonde le voisin, on fait n'importe quoi, c'est n'importe comment, c'est le chaos total. Mais c'est pas grave, là on va me parler des belles familles. Mais quand ces familles-là, après 3 ou 4 ans, ils vont vivre ici et ils vont s'apercevoir que leurs petits-enfants attendent 25 à 30 minutes l'autobus parce qu'il y a tellement de voitures aux alentours, on a tellement pacté le village, on sait pas, l'être humain c'est pas important ici. Ce qu'il faut, c'est important, c'est des taxes, l'argent, le terrain, les promoteurs, mais l'être humain, lui, et je vois beaucoup de personnes malheureuses, moi ici, et même il y a des nouveaux qui viennent d'ici, disent, mais ça va être Longueuil, ça va être Montréal. On a quitté Montréal et on revient ici. Mais vous comprenez, des taxes, il faut des taxes. Vous savez, la sacoche, c'est très important. Hein? Alors, on appelle ça de l'abus de pouvoir, on appelle ça l'appât du gain. Et ce n'est pas du développement, c'est de l'étalement urbain. Ce n'est pas pareil, ça. On pacte, on donne des permis à n'importe qui, n'importe comment. Alors, je vois le futur que vous nous présentez, là. Il va être très beau. Moi, je m'en fous, j'ai fini, je suis en fin de vie, là. Mais les jeunes couples qui vont venir ici dans quelques années, pas maintenant, là, parce qu'on est en train de leur vendre... Vous savez, c'est le syndrome de maman fonfon, là. On a des belles lunettes roses, là. OK? Très bien. Merci. D'accord? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors, madame, vous avez été patiente. Allez-y. Alors, Nancy Pouliot, 3745, Édouard VII. Alors, on parle beaucoup, évidemment, du secteur Édouard VII vers là pour sortir de Sanguinet, pour se diriger vers la 30. Alors, on oublie un petit peu, puis j'étais contente tantôt quand Nancy a posé la question pour les écoles. Je comprends que vous êtes en pourparlers, que ça se discute. Moi, je fais partie de Édouard VII de l'autre côté, et tous les matins, bien, c'est la congestion jusqu'à rue Martin et même plus loin, simplement pour aller porter ma fille à l'école. Donc, pourquoi on oublie qu'il peut y avoir une incidence du transport sur Édouard VII jusqu'à la Montée-Monette? Je pense que c'est important de le prendre en considération. Puis, effectivement, on va avoir plus de familles. Donc, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de présenter présentement une idée, une suggestion, une proposition sur est-ce qu'on a un endroit pour avoir une future école? Parce que oui, vous l'avez dit, Mme Beaulac, on a effectivement des élèves de Saint-Mathieu. Mais je ne crois pas que ce soit la plus grande majorité de nos étudiants qui fréquentent nos bâtiments. Non, c'est sûr que ce n'est pas la majorité. Mais comme je voulais l'expliquer tout à l'heure, c'est quand même, ça va libérer quelques places. Puis effectivement, bien, on a des rencontres avec la commission scolaire pour voir là, quels seraient les sites futurs, mais on n'est pas rendu là parce que vous savez comment ça fonctionne, la commission scolaire.
je veux dire, on a beau les rencontrer à chaque année, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des enfants qui vont aller, exemple, à Candiac. Parce que dans l'aire Todd de Candiac va se construire une grosse école. Fait que, tu sais, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils maximisent les espaces dans les écoles. Donc, c'est pour ça on se rencontre régulièrement pour voir c'est quoi les possibilités, là. Mais en même temps, je m'excuse, je vais me permettre comme une deuxième phase à ma question. Je comprends qu'il faut l'évaluer, il faut y penser, on faut travailler. Ça, je suis capable de le visualiser, mais on fait quoi pour, justement, en rajoutant... Parce que moi, je suis pour le développement positif, l'amélioration, puis tout ça, j'ai pas de problématique dans ce sens-là. Mais le fait que la circulation est déjà, quand même difficile à plusieurs endroits présentement, c'est pas normal d'attendre, de partir quand ça prend 3 minutes, généralement, porte à porte, que je prends 25 minutes tous les matins minimum pour me rendre à l'école de ma fille, là, je veux dire. Donc, je suis pas la seule, ça, je le sais présentement. Donc, qu'est-ce qui va être fait pour l'autre côté d'Édouard VII, justement? Parce que là, moi, j'ai rien entendu présentement ce soir à ce niveau-là. Bien, il y a de toute façon, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on a travaillé sur un plan particulier d'urbanisme. Dans un premier temps, avant tout, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler sur une voie de contournement. Et puis, je sais que les gens, que ça fait longtemps qu'ils sont ici, vont dire, bien, ça fait longtemps qu'on en parle. J'entends M. Bisson me dire ça. Mais là, ça s'en vient réalité. On a fait l'acquisition d'un terrain qui est le long de la voie ferrée pour, justement, là, sortir les camions du noyau villageois. À partir de ce moment-là, quand ça va se concrétiser, bien là, on va pouvoir revoir là, tout le secteur Édouard VII à partir, si vous voulez, de Georges-Henri. C'est ce qu'on va revoir, là, comment on va disposer de tout ça pour donner un peu plus d'espace aéré, la circulation, tout ça va être analysé. C'est la même chose sur Monette. On va revoir Monette au complet parce qu'on sait que de ce côté-là aussi, il y a des travaux à faire. Fait que c'est tous des projets là, qui vont s'enchaîner là, au fil des années. OK. Merci. Oui, Madame là-bas. Monsieur Trudeau. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, je restais à Saint-Hubert, Longueuil, avant de rester ici. Ça fait 2 ans et demi que j'ai déménagé. Condition d'achat, il y a 2 ans et demi, sans voisins à l'arrière de chez moi. Je suis sur de la berge. Et là, j'apprends que je vais avoir un condo de 6 étages en arrière de chez moi. Moi, je veux savoir combien de temps avant que je puisse vendre ma maison, parce que clairement, je ne reste plus à Saint-Philippe. Moi, je veux vendre quand j'ai appris ça. Et puis, ça va prendre combien de temps si jamais je décide, ben oui, je veux vendre, mais si je ne suis pas capable de vendre, combien de temps je vais avoir de la poussière, combien de temps, tout le bruit de la construction aussi qu'il va avoir. Parce que moi, je sais que 300 portes, ça prend à peu près 3 ans à faire. Est-ce que j'en ai pour 6 ans à avoir de la poussière pour pouvoir ouvrir mes fenêtres, à avoir le bruit aussi? Je suis très jeune. Non, je ne veux pas d'enfants, fait que ça ne va pas... inquiétez-vous pas, là, je ne vais pas faire du trafic, je ne vais pas surcharger vos écoles. Mais moi, c'est clairement... Quand j'ai appris ça... Moi, j'ai appris ça mardi parce qu'il y avait quelqu'un dans ma cour qui était en train de arpenter le terrain. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il m'a dit « Appelle la ville ». OK, j'appelle la ville. Et là, j'apprends qu'il va y avoir des condos de 6 étages. J'ai quitté Longueuil, Saint-Hubert, parce que j'étais écœurée. Je suis venue ici, je vante la ville à tout le monde. Quand les gens viennent chez moi, ils sont « Wow, Saint-Philippe ». Puis là, c'est « Je déteste Saint-Philippe, je veux juste mettre ma maison en vente ». Puis j'ai goût de pleurer parce que ça fait juste 2 ans et demi que je suis ici. Donc, combien de temps ça va prendre? Merci. Pour répondre à votre question, madame, je vais y répondre, moi. Madame, d'une part, je ne sais pas qui vous a dit qu'il y aurait du 6 étages en arrière de chez vous, mais je suis heureux de vous annoncer qu'en arrière de chez vous, de la rue Laberge, c'est un parc. 1. Et 2, la densification va se faire le long de la rivière à l'autre extrémité, donc qu'il n'y ait aucun achalandage par rapport, il n'y a aucune, je sais pas, au niveau, par exemple, des entrailles qu'il pourrait avoir au niveau visuel, il n'y aura absolument pas. Le centre du projet, actuellement des étangs, c'est du 2 étages. Et en arrière de chez vous, de la rue Laberge, je vous le confirme, c'est un parc. Donc, vous n'aurez pas de 6 étages de condo chez vous. Bien, j'ai vu sur le plan qu'on voit, je vois le petit parc que vous avez réservé, la petite espace verte, parce que je vois déjà dans la cour
Ils ont mis des bouts de bois, là, en fait, là, pour déterminer le terrain du parc, je crois. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des grosses tours sur le plan qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. J'ai vu qu'il y avait des grosses tours. Alors, de dire que non, je ne vais pas entendre la construction, je ne vais pas avoir de poussière, je crois que c'est impossible, en fait. C'est sûr que je vais avoir de la construction et de la poussière. Je vais avoir du bruit pendant combien de temps? C'est sûr que vous allez avoir, il y a des entraves, il y a des inconvénients lorsqu'on fait du développement. J'en conviens avec vous. Oui. Mais les bâtiments de 4 à 6 étages sont à l'autre extrémité au niveau de votre terrain. Donc, il n'y aura pas de... C'est un parc en même temps. Oui, il risque d'avoir un peu de poussière. Bien oui. Tout développement qui se fait partout dans le monde des villes que je connais, bien sûr, c'est à cause des inconvénients. Mais je vous confirme qu'en arrière de chez vous, il n'y a pas de 6 étages, mais c'est un parc. C'est correct, mais de chez moi, je vois les étangs de chez moi. Alors, c'est sûr que je vais voir les étages. Si vous permettez, tantôt, vous pourrez continuer à jaser avec. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Bonjour. Moi, je suis à Mont-Saint-Claude depuis 1778. Puis là, depuis 3-4 ans, là, le trafic, c'est épouvantable, mais ça a augmenté. Parce que là, il ne passe pas sur le Douar 7, c'est jamais, ils s'en viennent chez nous. Fait que je trouve que... Puis après ça, c'est bien dangereux. On ne peut même plus marcher. Puis là, bien, j'entends parler de millions, là. J'espère que vous allez en garder un pour nous faire une piste cyclable, qu'on peut se promener puis avoir la paix. Merci. Merci de votre commentaire. Écoutez, oui, allez-y. Non, je pense que... Bonjour, je veux savoir, M. Lelièvre, pourquoi dans votre budget de triennal 2020, vous parliez d'un projet de 24 millions, puis qu'aujourd'hui, vous êtes rendu à 36 millions? Non, vous avez raison. D'ailleurs, le projet de 25 millions date de 2016, puis les membres du Conseil qui sont ici présents... Il était dans votre budget triennal 2020. OK, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Ce que je vous mentionne, c'est que depuis 2016, nos estimés sont aux alentours de 25 millions. Et lorsqu'on vous a rencontré en juillet ou en juin 2016, j'ai le programme encore avec moi, on vous parlait d'un projet de 36 ou 37 millions. Pourquoi qu'on a réduit ce projet-là dans les triennaux futurs, c'est qu'on devait revoir complètement, entre Monette et la rue Bernard, on devait refaire complètement Édouard VII. Et d'après les études qu'on a faites par après, c'était absolument une erreur que les ingénieurs de l'époque avaient regardée. Pourquoi qu'on a regardé toujours le chiffre de 25 millions dans le triennal? C'est qu'on n'était pas assez avancé dans nos plans et devis. Nos firmes d'ingénieurs, c'était strictement des estimés. On a mandaté les firmes d'ingénieurs. Ça fait combien de temps, Tania, qui travaille, les ingénieurs là-dessus? Depuis avril 2020. Bon, depuis avril 2020. Et là, on a mis les chiffres à jour. Ça ne nous donnait rien de mettre des chiffres. On ne les connaissait pas, M. Marin. Je vais être honnête avec vous. On avait un estimé de 25 millions de l'époque. On l'a regardé. Puis effectivement, regardez dans le triennal, même triennal 2020-2021, ce sont ces chiffres-là qui sont dedans. OK, mais il y a une grosse marge, 10 millions de plus? On connaît... Oui, puis je vais vous dire une chose. De la façon que vous m'expliquez. Juste 10 millions de plus, on va le laisser parler. C'est vrai qu'il y a une marge, mais ce sont les estimés qu'on avait en 2016. Et je peux vous dire une chose, puis ça, vous pouvez vérifier avec des firmes d'ingénieurs. Depuis 2018, l'augmentation des coûts au niveau de la construction des services d'infrastructure et d'usines, à chaque année, puis Tania pourra vous le confirmer, on n'en revient pas, ça augmente entre 10 et 15 par année. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé le Journal de Montréal dernièrement. Il y a 5 à 6 écoles que le gouvernement du Québec est allé en appel d'offres. Ça sortait entre 35 et 50 plus cher que les estimés. Fait que là, vous voulez me dire qu'au début des travaux, il n'y aura pas d'augmentation. Là, c'est coulé dans le ciment. Là. C'est sûr et certain qu'il n'y aura aucun coût pour les citoyens de Saint-Philippe de surplus. OK, ce que je vais vous dire, répondre différemment, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y aura aucune taxation aux citoyens de Saint-Philippe pour la construction de l'usine des infrastructures. Est-ce que maintenant, je peux aller plus loin dans votre question, est-ce que la Ville, par exemple, suite à la planification qu'on vous présente ce soir, à 36 millions, je suis curieux d'ailleurs que personne, je suis même surpris que personne n'ait posé la question, si ça coûte 38, 40, 42 millions, est-ce que c'est zéro taxation? Eh bien oui, c'est zéro taxation, même si ça coûte jusqu'à 42 millions. Parce que de la façon que j'ai pu voir votre croquis tantôt,
c'est que c'est la ville qui finance le promoteur. Parce qu'il donne, il y a un échéancier, il y a une échéance. Il donne un montant par année. Oui. Fait que c'est la ville qui finance le promoteur. On va enrichir les promoteurs. Ce que je dois vous dire, c'est que dans cette négociation-là, le promoteur, lui, il y a une promesse d'achat qui a été faite. Lorsqu'on va faire l'acte de vente, il y a un dépôt de 2 millions à faire. Là, je vais vous dire mes chiffres, là, je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'en plus, on est filmé. Il y a 2 millions à la signature, 2 500 000 en 2023, 3 500 000 en 2024, 4 225 000 en 2025, et après, on ramène ça à 3 200 000. Le promoteur, également, il ne construit pas ses maisons du jour au lendemain, mais en même temps, il nous paie des intérêts. Donc, il y a des intérêts calculés à chacune des années. Au taux choisi par la ville ou au taux du marché? Au taux que la ville emprunte. On emprunte à 2 %. Mais en réalité, c'est la ville qui finance le promoteur. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est le promoteur qui finance la ville, parce que le promoteur va nous verser avec des droits de mutation et les intérêts vont nous verser tout près de 28 millions. Oui, mais il n'en fera pas d'argent, lui, là. Il fait ça, lui, parce que c'est pas payant. Dans quel sens qu'il ne fait pas d'argent? J'essaie juste de comprendre votre question, M. Marin. J'aime ça, les chiffres avec vous. Allez-y. Vous aimez ça, des chiffres avec moi? Oui. Si le promoteur il a de l'argent à perdre, pensez-vous qu'il rentrerait dans tout ce projet-là? Bien, je pense que... Pensez-vous qu'il fait ça juste pour vos beaux yeux? Non, merci pour mes beaux yeux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'un promoteur, ce qu'il fait, c'est qu'il risque. OK? Un promoteur, il risque. Lorsqu'il achète un terrain, il risque. Si, par exemple, M. Marin, puis ça regarde, puis je pense que vous êtes dans le commerce, vous savez comment ça fonctionne. Un promoteur, lorsqu'il investit, d'une part, je vous dis qu'il y avait entre 12 et 15 millions d'infrastructures. Quand il va avoir fait ça, là, il n'y a pas 560 maisons de bâties. Il risque. Si, par exemple, l'économie tombe demain matin, puis il n'y a plus de marché, là, il n'y a plus de construction, il fait quoi, lui, le promoteur? Et nous, M. Lelièvre, l'usine va être déjà construite. Le promoteur va nous devoir encore de l'argent. Oui. Et nous, on ne prend aucun risque, les citoyens de Saint-Philippe. Dans la promesse d'achat et l'acte de vente, M. Marin, on a une hypothèque de premier rang. Si le promoteur, il y a juste 1000 maisons de construit, ou on va dire, pas 1000, mais on va dire 150 maisons. Oui. Même si vous auriez une hypothèque de premier rang. Si le promoteur, il n'y a plus une scène, il n'y a plus d'argent, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Pensez-vous que ce ne sera pas intéressant pour la Ville? D'une part, les terrains, en tout cas que je sache, là, puis il y a des gens qui sont bien mieux placés dans la salle que moi qui connaissent ça. Actuellement, la seule chose qui monte sur le marché, c'est les terrains, la valeur du terrain. Donc, si, par exemple, le promoteur n'arrive pas à combler, je dois vous dire qu'il y a une clause dans l'entente qui est responsable et on a des cautions exécutoires et des lettres de garantie bancaire. Alors, on est sécurisé, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer la promesse d'achat. Il n'y a aucun problème, c'est transparent. Je pense que je pense qu'on a fait le tour. Alors, écoutez, Madame la mairesse, vous voulez dire un mot de la fin ou c'est comme vous voulez? Oui. Oui, allez-y. Ben, en fait, je vais peut-être rester ici. Ben, là? OK. Bien, écoutez, moi, je vais parler un petit peu avec mon cœur, des émotions, parce que vous savez que le conseil actuel ont beaucoup à cœur cette ville. Et ça demande beaucoup d'implication. Et puis, vous savez, on voit circuler toutes sortes de commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, ailleurs. Et je comprends les préoccupations des citoyens, car nous aussi, avant tout, là, vous savez, on est des citoyens. On n'est pas des extraterrestres. On a les mêmes préoccupations que vous, sinon plus. Vous savez, la gestion municipale, c'est un milieu complexe, pas facile. On a plusieurs contraintes, que ce soit au niveau du budget, de la réglementation qui doit être en concordance avec la MRC, la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec, tous les aspects légaux auxquels nous devons nous conformer, les différents échéanciers,
qui sont toujours trop longs à notre point de vue. Vous savez, gérer une ville, là, ce n'est plus que de l'entretien des routes, du déneigement. C'est du loisir, de la culture, des parcs, du transport collectif adapté et actif, gestion de gaz à effet de serre, logement social et abordable, l'achat local, la communication, le développement durable, la valorisation de nos terres agricoles, politique pour les aînés, maison des jeunes, la sécurité, et j'en passe. Je pourrais vous en faire une liste et une liste. En plus, s'ajoutent tous les dossiers régionaux où nous devons travailler en partenariat avec nos collègues de la MRC, dossier de la communauté métropolitaine de Montréal. De plus, nous avons 2 réalités chez nous, l'urbain et le rural. Vous savez, là, c'est vraiment quand on est dedans qu'on comprend la complexité et les choix que nous devons faire au niveau de la priorisation des projets, des dossiers, afin de diriger nos actions et gestes en fonction des attentes de l'ensemble des citoyens. Durant les dernières années, on a beaucoup travaillé sur la communication. Donc, je vous invite à consulter notre site Internet où vous trouvez toutes les informations qui concernent les projets, les assemblées du conseil, la réglementation, les activités de la ville. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre bulletin électronique où vous recevrez toutes les informations les plus récentes. Et vous pouvez également, pour avoir les bonnes informations et les bonnes explications, communiquer avec vos élus. Alors, je vous rappelle que la présentation de ce soir sera diffusée sur le site Internet de la Ville d'ici quelques jours. Si vous avez des questions, alors je vous invite à communiquer avec la Ville par courriel, par téléphone. Alors, je veux remercier nos présentateurs qui ont fait un beau travail. Eux aussi, hein, vous savez, on vous l'a dit, ils sont là pour nous, parce que je m'inclus, je suis une citoyenne, ils sont là pour nous, pour travailler pour notre ville, faire avancer les choses pour que tout le monde, on disait tout à l'heure qu'on ne pensait pas à l'être humain, mais oui, on pense à la qualité de vie de nos citoyens. Je veux remercier notre présentateur, Daniel, et tous ceux qui ont travaillé à préparer, je m'excuse, la présentation de ce soir. Alors, je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup. Et moi, je veux juste ajouter que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre participation, la civilité des propos, le respect. Ça a été une superbe soirée, puis je vous dis, j'en anime des soirées comme ça. Fait que bravo à vous. Je trouve que vous êtes vraiment de chic personnes. Merci. Bonsoir.